On est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Moi, j'ai rencontré les meilleurs dans leur domaine, Alain Ducasse, Gad Elmaleh, tu vois, dans l'humour, la cuisine, les finances. Et je voudrais comprendre comment ils ont réussi. Les gens qui ont réussi dans un truc, tu vois, moi, j'ai réussi dans le podcast, je sais comment j'ai réussi quand même. Tu sais comment tu bosses, ça tombe pas du ciel. Si tu veux devenir très riche, très vite, très fort, c'est le meilleur moyen. Je me rends compte que tous ceux qui te disent j'ai compris ce qui se passe et comment marcher ou gagner sur ces marchés, ce sont des charlatans. J'avais été les champions sur un truc, c'est que je pense que j'ai été probablement dans les 100 premiers Français sur Twitter, dans les 100 premiers Français sur Insta, dans les 100 premiers sur Facebook. Enfin, faut être très ambitieux, faut suivre ton instinct. Et faites-vous kiffer, quoi. Si c'est le plus important, tu parles d'investissement ici, c'est un gros investissement. Moi, c'est un des plus gros investissements de ma vie, mais c'est aussi l'un des plus gros kiffs de ma vie. L'immobilier, contrairement à tout ce qu'on vous vend, ce n'est pas passif. La crise qui s'annonce, mais elle est clairement arrivée dans l'IMO et dans les startups et dans plein d'endroits. Je trouve ça passionnant. Faire attention parce que comme tu fais un contenu public, si tu progresses pas, tu passes quand même pour un blaireau. Au bout de 100 épisodes, je peux pas dire j'y connais rien à la finance perso. C'est plus crédible, tu vois, il y a un moment, faut arrêter. Quand tu as une bonne strat et que tu la commences tôt dans ta vie, moi ce que j'ai compris, c'est que... Mathieu Stéphanie est un mastodonte du podcast français. Entre Génération Do It Yourself sur l'entrepreneuriat ou La Martingale sur les finances personnelles, vous avez forcément déjà entendu sa voix quelque part. Mathieu Stéphanie. Mathieu Stéphanie, bonjour Mathieu. La Martingale, c'est l'émission qui m'a fait aimer le format du podcast. Avant, j'en écoutais très peu, et aujourd'hui, je pense qu'avec YouTube, c'est probablement le type de contenu que je consomme le plus. À l'ère du snack content, les contenus très courts qu'on consomme sur le pouce, avec très peu de valeur ajoutée, le podcast permet de remettre de la profondeur et de la valeur dans nos vies. Un podcast long comme La Martingale ou Le Grand Bain, c'est une opportunité de creuser en détail un sujet avec des invités passionnés. Et je le dis souvent, quand on est passionné, on devient passionnant. Recevoir Mathieu Stéphanie, c'était l'occasion pour moi de revenir sur ce médium de choix qu'est le podcast, dont je suis tombé amoureux il y a maintenant 2 ans. Je voulais que Mathieu vous partage ses conseils avisés pour celles et ceux qui réfléchissent peut-être à lancer leur propre podcast. Mais Mathieu Stéphanie, c'est, comme vous et moi, un particulier qui s'est intéressé aux finances personnelles et à l'investissement, et qui à l'origine n'y connaissait pas grand-chose. Grâce à La Martingale, il a pu recevoir les meilleurs experts du sujet et poser toutes les questions que vous, comme moi, on aurait pu se poser. J'ai donc aussi interrogé Mathieu sur la façon dont La Martingale a fait évoluer son rapport à l'argent, sa vision sur les finances personnelles ou l'investissement. Dans ce nouvel épisode du Grand Bain, j'ai le plaisir de recevoir le boss final du podcast français, Mathieu Stéphanie. On a discuté de l'opportunité que représente un podcast et comment est-ce que en lancer un pourrait bien changer votre vie. Mathieu m'a transmis son plan d'action, étape par étape, pour lancer un podcast en 90 jours seulement. On a également discuté de la façon dont La Martingale, son podcast sur les finances personnelles, a fait évoluer son rapport à l'argent. Enfin, j'ai demandé à Mathieu les leçons clés qu'il a retenues après plus de 200 épisodes auprès des meilleurs experts du sujet. Bonne écoute. Et déjà Mathieu, salut. Salut Charles Elias. Comment tu vas ? Très bien, très bien. C'est un plaisir de te recevoir dans le Grand Bain aujourd'hui. Déjà, je dois peut-être commencer par te dire merci. Parce que déjà, premièrement, t'es aujourd'hui, je considère, et beaucoup de personnes considèrent que t'es un monument de l'écosystème podcast français. Objectivement, fondateur de Génération Do It Yourself, fondateur de La Martingale, deux des plus gros podcasts français. T'as cofondé Alvo Market, Cosa Vostra, donc t'es quand même bien implémenté dans cet écosystème. Orso aussi avec les podcasts. Et Orso Média, évidemment, chez qui on est et qu'on salue aujourd'hui. T'es un serial entrepreneur, hein. Vraiment, ça fait quelques années que tu entreprends, t'as fait beaucoup de choses. Et aujourd'hui, le hasard fait que, à quelques jours près, c'est les 1 an du Grand Bain. Trop fort. C'est le 30e quelques épisodes. Donc déjà, je voulais commencer par te remercier parce que je pense que tu es une des personnes sans qui ce podcast n'aurait pas vu le jour. Ça fait maintenant quelques années que j'écoute La Martingale, un super podcast sur l'investissement et les finances personnelles. C'est probablement le podcast qui m'a le plus donné envie de lancer le mien. Et donc aujourd'hui, le Grand Bain existe en partie grâce à toi. Merci, j'ai beaucoup de chance d'être ici et puis de recevoir ces mots, ça me touche et bravo parce que 1 an
En fait, c'est un cut qu'il faut réussir à passer. Il faut passer celui des 2 aussi, hein, mais déjà, un an, c'est un bel objectif dans le podcast. Je crois qu'un des secrets pour réussir dans le podcast, c'est de durer. Je le dis depuis assez longtemps, je le rabâche à beaucoup de monde. Et je pense que l'énorme majorité des gens qui se lancent dans le podcast game ou même dans les contenus s'arrêtent assez vite. En fait, il y a une sorte de... tu vois, on consomme des contenus rapides, et puis on voit des influenceurs, des gens qui sortent d'un coup, etc. En fait, ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que derrière, il y a beaucoup de travail et beaucoup de patience, de résignation, de pugnacité. Donc c'est chouette. Et puis il y a un truc qui est vrai, hein, c'est qu'en 1 an et en 30 épisodes, j'imagine que tu le sens, et que tu progresses en fait. Donc, j'espère que aussi, ceux qui écoutent les épisodes depuis le début, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, ceux qui étaient là depuis un petit moment, effectivement, tu t'améliores, que ce soit sur... ta mère peut-être. Mes mamans, on te salue. Merci maman d'écouter tous mes épisodes. Merci papa aussi. Mais c'est surtout la capacité à préparer les épisodes, les enregistrer, aussi la qualité. Moi, j'ai enregistré au début, j'étais dans ma chambre, dans mon bureau, et aujourd'hui, on est dans un super studio chez Orso Media. Donc bon, justement, ça me fait penser, et ça m'amène aux 2 grandes thématiques que je voudrais aborder avec toi aujourd'hui. Le Grand Bain, c'est un podcast sur l'investissement, les finances personnelles, mais c'est vrai que de plus en plus, j'y apporte une certaine touche entrepreneuriat, parce que c'est des sujets qui m'intéressent et qui, pour moi, font partie de problématiques ou de sujets qui intéressent de plus en plus de personnes jeunes qui voudraient se lancer, comme moi et comme beaucoup de personnes que je connais. Donc, les 2 grandes thématiques que je voudrais apporter avec toi aujourd'hui, c'est déjà le podcast, le principe du podcast. Tu as tellement d'expérience dans le sujet que je pense que tu as beaucoup de leçons et de conseils à donner à des personnes qui réfléchissent peut-être aujourd'hui à lancer un podcast, et pourquoi ça peut être intéressant et comment se lancer, quels sont les conseils et les erreurs à éviter quand on voudrait se lancer. Donc je voudrais avoir une première partie sur le concept de podcast pour aider dans l'audience des personnes qui réfléchissent peut-être à se lancer. Très bien. Et dans une seconde partie, je voudrais qu'on parle de La Martingale, plus précisément, ton podcast sur l'investissement et les finances personnelles. Savoir comment est-ce que ta conception des finances personnelles et de l'investissement a évolué avec ce podcast. Je pense que moi j'aimais beaucoup ton introduction dans les premiers épisodes où tu disais que tu n'avais pas pris le temps de t'y intéresser. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes aujourd'hui qui nous écoutent et qui se disent c'est important mais je ne sais pas par où commencer. Et donc comprendre un petit peu dans quel état d'esprit tu étais avant de lancer le podcast et comment tu en es, comment tu as évolué, comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis des finances personnelles, de l'argent et de l'investissement. Et peut-être aussi comprendre un petit peu les leçons clés, les points fondamentaux que tu retiendras de ces bientôt 200 épisodes que tu as tournés avec La Martingale. Je ne savais même pas que j'en étais presque à 200. Mais en comptant les hors-séries, etc., fait, j'ai regardé. Donc je pense que tu as eu beaucoup d'invités, des super invités, mais je suppose qu'il y a des points qui peut-être t'ont marqué plus que d'autres. Clairement. Et c'est ces points-là que je voudrais évoquer avec toi. Ok, ça te va ? Parfait. Génial. Eh ben écoute, on rentre direct dans le vif du sujet. En ce qui concerne le podcast, déjà, comprendre un petit peu pourquoi est-ce que toi, initialement, tu avais lancé Génération Do It Yourself, puis ensuite La Martingale, donc en 2017 puis 2019. Qu'est-ce qui t'avait motivé à te diriger vers ce support qu'est le podcast ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au début, moi, j'avais vraiment un gros syndrome de l'imposteur. Donc, j'écoutais des podcasts depuis des années. Et je suis peut-être comme certains qui t'écoutent, j'imagine, beaucoup qui écoutent Génération Do It Yourself et La Martingale. J'étais accro à des podcasts. C'est-à-dire que... Et je le suis toujours, d'ailleurs. Je parle au passé, mais non, j'écoute toujours. Je passe ma vie à écouter... tu vois, là, je suis sur quoi ? Je suis sur le fondateur d'OpenAI chez Lex Fridman. En parallèle, j'écoute un autre podcast, Joe Rogan, Joko, Willink, un podcast fantastique. Joe Rogan, un peu. Après, il est quand même très America, tu vois, c'est sulfureux, un peu, voilà. Mais il est très fort. Il est vraiment très fort, il est inspirant. Et puis, comme il fait aussi du stand-up, il y a un côté chaleureux, empathique. Drôle qui me plaît, moi j'aime rentrer des trucs et puis il rentre dedans en fait, il peut aller un peu loin, tu vois, dans ces trucs, il peut toujours être border. Moi j'aime bien aller flirter aussi avec des trucs que tu peux pas faire dans des médias traditionnels. Donc ouais, j'en écoutais beaucoup et puis je me disais ça va venir mais moi j'ai dû en écouter à partir de 2013. 2014 ça a pris beaucoup de place dans mes oreilles, dans mon temps
Et puis 2015-2016, à un moment, je me dis, fin 2016, je me dis, je vais acheter le matos. Janvier 2017, je me dis, je me lance. Et jusqu'à l'été, je me promets d'en faire 10 avant de me faire tu vois, une religion sur ce que j'en fais. Ouais. Et en fait, j'avais été le champion sur un truc, c'est que je pense que j'ai été probablement dans les 100 premiers Français sur Twitter, dans les 100 premiers Français sur Insta, peut-être les 100 premiers sur Facebook, enfin, tous les nouveaux usages, etc. J'avais fait des emails, j'avais eu un blog, etc. Et en fait, j'avançais dans un truc à chaque fois, je me lançais, je comprenais le game, et puis j'arrêtais, parce que je me disais, j'avais compris le game, tu vois, je trouvais ça drôle. À la limite, ça te lassait un peu. Ouais, puis en fait, je faisais plutôt ça. Après, du coup, je faisais du conseil, j'accompagnais des médias et des marques pour utiliser Facebook, pour utiliser Twitter, LinkedIn. On a conseillé des gouvernements, on a conseillé en France et à l'étranger, on a conseillé des énormes marques, des groupes de presse, des choses comme ça, avec ma boîte actuelle, ma précédente, etc. Et en fait, c'était un peu plus ça. J'étais en mode test and learn. Je voulais toujours être sur les premiers usages. J'ai aussi testé plein de trucs qui n'ont pas marché. Hein. Là, je te sors ce qui fonctionne. Mais j'étais sur Vine. Je ne sais pas si tu as connu Vine un jour. Ouais, j'étais sur des tas de trucs qui ont disparu, des Tumblr, tout ce que tu veux. Mais au bout d'un moment, très bien, j'ai compris. Hop, next. Ouais. Et là, je sais pas, le podcast, j'étais tellement accro que je me suis dit, on va y aller. Et ça a quand même bien pris. Alors, ce qui est marrant, c'est que bien pris, pour beaucoup que je rencontre aujourd'hui et qui lancent leur podcast, ils me disent ouais, ça fait 6 mois que je me suis lancé, je fais 200 écoutes par épisode, 300 écoutes par épisode, c'est nul. Et en fait, moi, j'étais beaucoup plus indulgent avec moi-même au début. C'est-à-dire que je crois que j'ai assez vite fait quand même quelques milliers d'écoutes, mais il faudrait que j'en vérifie. Mais en fait, pour moi, quand je faisais 200 écoutes, je me disais, mais attends, je suis entrepreneur, je parle avec des gens. Si je faisais une conférence devant 200 ou 300 personnes, toutes les semaines, faut je suis remettre tellement heureux en fait. À un moment, il faut juste arrêter, tu vois, de regarder ceux qui sont plus gros, qui machin. Tu fais un podcast de niche sur les vétérinaires, tu fais 300 écoutes par semaine, mais satisfais-toi de ce que tu fais, c'est vachement bien, tu vois. Et donc j'ai toujours été assez relax là-dessus, et je l'ai fait avec juste de la passion, quoi. Toujours de la passion. Et ça, et encore aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a des moments où je me trouve nul dans un épisode, je trouve que j'ai pas fait les bonnes choses, j'ai pas bien drivé le truc, etc. Mais en revanche, je m'éclate, quoi, tu vois. Je suis content de rentrer de vacances pour enregistrer mes podcasts. Tu vois. Ouais, donc le point vraiment, c'est que tu t'es dirigé vers ce média parce que c'était quelque chose que tu consommais déjà énormément, t'appréciais le format, ça t'inspirait, il y avait d'autres personnes, d'autres podcasts que t'écoutais qui t'inspiraient, et ça, tu t'es dit, je lançais le mien. Mais du coup, c'était quoi la motivation initiale? Parce que tu me dis, ok, tu t'es dirigé vers celui-ci parce que c'est ce que tu consommais le plus. Quel était le but? Le but, il était en fait je crois, de progresser. Tu vois, c'était un but, je crois, assez pur. J'avais pas vraiment de... Je vais pas mentir et vous dire que c'est à un moment, quand j'ai vu que ça prenait, je me suis dit, il y a quand même des trucs à faire. Mais au début, il était juste d'avoir une sorte de grosse excuse pour aller interpeller des gens qui avaient fait des trucs de ouf et leur dire, viens, on va parler. Et les rencontrer, et puis très vite tu te retrouves, je sais pas, dans mes 10 premiers épisodes, j'ai eu un champion olympique, je me dis mais attends, mais c'est ouf, quoi, tu vois. Et Vincent Defrane, avec qui je suis pote maintenant, enfin, tu vois, en fait c'était juste une excuse pour rencontrer des gens. Et c'est ouf, et c'est un vrai média d'intelligence, d'inspiration, très profond en fait. C'est ça qui m'a plu, moi, quand je les écoutais. Et je crois que en parallèle, tu vois, j'aurais peut-être, à ce moment-là, été à fond sur Insta, j'aurais peut-être fait autre chose, réussi un autre truc. Mais en vrai, je suis tellement plus heureux de faire ça sur le podcast, ça me correspond en tout cas beaucoup plus, parce que je suis plus la même personne. J'ai beaucoup de gens dans mes auditeurs qui m'ont dit, alors qu'ils le ressentaient chez moi, mais chez eux aussi, évidemment, qui m'écoutent depuis tout le temps, ou qui nous écoutent depuis tout le temps, et qui me disent, bon, t'as pas idée de ce que j'ai progressé dans mes finances, dans ma vie. Je suis devenu entrepreneur, ou j'ai fait ça, j'ai osé step up. Cet épisode m'a débloqué là-dessus, celui-là m'a débloqué là-dessus. Tu te rends compte que c'est une valise avec tellement d'outils à l'intérieur que c'est fantastique, quoi. Aujourd'hui, à l'ère du contenu, du snack content, où on consomme des TikTok, des réels, des shorts, des vidéos qui durent 30 secondes maximum, où la valeur ajoutée, elle est limitée de par le format, on oublie à quel point, pendant une discussion de 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, voire parfois plus, ce que tu entends, ça peut changer ta vie. Sincèrement, et que ce soit sur les finances personnelles, la santé, n'importe quel domaine, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est
un expert du sujet ou à minima qui est passionné, moi je considère que quand on est passionné, on devient passionnant. Et voilà, et puis passionnant, encore une fois, pour un certain nombre de personnes, c'est ok, tu vois, mais il n'y a jamais eu un seul média, en tout cas, qui donnait la voix aussi longue et aussi facile d'accès d'ailleurs, facile d'accès pour l'auditeur, facile d'accès pour les producteurs, parce que c'est pas, enfin, si tu le fais bien, c'est pas hyper complexe techniquement à faire un podcast. Et donc, tu vois, tu prendrais, je sais pas moi, 2 chirurgiens orthopédiques spécialisés sur la main gauche qui parleraient pendant des heures. Si toi, t'es chirurgien orthopédique et spécialisé sur la main droite ou la main gauche, tu peux te dire c'est passionnant s'ils sont vraiment parmi les meilleurs, tu vois. Ça donne accès à des trucs qui je pense sont vraiment très intéressants. Faut réussir à embarquer les gens, mais c'est vraiment très cool. Et je te comprends complètement quand tu dis que ça permet de rencontrer ces personnes qui sont passionnées et qui deviennent passionnantes. Moi, à titre personnel, les premiers invités que j'avais reçus, c'était par exemple Nicolas Decodin, que tu as déjà reçu sur la Martingale. Pareil, c'était quelqu'un que je suivais déjà sur son blog Avenue des investisseurs, que je trouvais super. Et je me suis dit, attends, je suis inconnu au bataillon et je propose à ce type qui est déjà un petit peu reconnu dans le secteur de venir sur mon podcast et il accepte. Et c'est là que j'ai eu un peu le déclic dès mon premier invité. En fait, les gens apprécient être invités sur un podcast pour tout un tas de raisons, pour la visibilité, ça flatte l'ego, voilà, ça fait plaisir. Puis tu peux passer un bon moment aussi quand tu as la personne en face de toi qui est sympa. Et donc en fait, c'est auto-réalisateur et tu te dis, mais en fait, je rencontre des bonnes personnes, moi je monte en compétences, je partage ce que je découvre à d'autres personnes. Et comme tu l'as dit, c'est pas si compliqué que ça. Et justement, moi, ce que je voudrais voir avec toi, c'est un petit peu la chronologie de création d'un podcast. Peut-être il y a des personnes qui se disent moi j'aimerais bien, ça m'intéresse, je consomme beaucoup de podcasts comme toi, comme moi, qui voudraient se lancer mais qui se disent bon, je sais pas comment faire. Et en fait je pense qu'il y a un peu une chronologie quand tu veux créer un podcast. Moi je m'étais noté, tu vois, un petit peu sept grandes étapes. La première déjà, c'est de se motiver à vouloir lancer un podcast, de comprendre quel est l'intérêt. Deuxième, ce serait de trouver l'idée, parce qu'on peut se demander mais de quoi je vais parler. Ensuite, tu vas trouver des invités. Et là, pareil, ça fait peur à beaucoup de personnes, mais comme je viens de le dire, c'est plus simple que ce qu'on croit. Ensuite, tu dois enregistrer l'épisode. Bon, là, ça peut être différents formats, audio, vidéo, en studio, dans la rue. Bon. Ensuite, il faut monter l'épisode. Et là, c'est un petit peu délicat, on va en parler. Tu dois le diffuser. Donc là, il y a toute la communication autour. Et enfin, la dernière étape, qui est peut-être celle qui fait le plus peur, monétiser. Éventuellement, si c'est un sujet pour toi. Plus tard. Après, ça dépend, on peut en parler. Ouais. Du coup, pour déjà l'idée de vouloir lancer un podcast, toi, l'objectif initial, c'était de monter en compétence sur certains sujets et rencontrer des personnes inspirantes. C'est ça, la montée en compétence que tu décris là, en fait, elle est assez fondamentale. C'est-à-dire que faire attention, parce que comme tu fais un contenu public, si tu progresses pas, tu passes quand même pour un blaireau. Tu vois, à un moment, comme tu m'as dit tout à l'heure, j'aimais bien le descriptif de la Martingale au début. On l'a changé parce qu'au bout de 100 épisodes, je peux pas dire j'y connais rien à la finance perso. Ça m'a fait sourire quand tu l'as changé. C'est plus crédible. Tu vois, il y a un moment, il faut arrêter. Tu vois, donc soit tu es vraiment un gros con et puis tu connais rien et puis voilà. Soit moi, j'ai testé plein de choses et je passais sur l'étape d'après. Donc, il y a ça. Et puis, Théo, tu te forces soi-même. Tu vois, mon associé François, avec qui j'ai passé une partie de la journée pour, je te racontais, aller alors surtout quand ils viennent me voir pour certains potes, des journalistes. J'ai eu Sébastien Follin, je ne sais pas si tu vois qui c'est. J'ai eu même Julia Moulcou qui fait partie de l'équipe, etc. Au bout d'un moment, je leur dis bon, écoute, ça fait 2 fois qu'on se voit là. Maintenant, en fait, tu me donnes une date qui te semble réaliste. Et si tu n'as pas lancé ton podcast à cette date, souvent c'est 1 mois, 90 jours. Je leur dis pas 3 mois, pas 6 mois, c'est bon, tu vois. Dans 1 mois, dans 90 jours. Si tu n'as pas lancé cette date à ce moment-là, je te parle plus. En tout cas, tu me parles plus jamais de ce podcast. Je veux plus jamais en entendre parler. C'est un ultimatum. Ouais, non, mais parce qu'en fait, tu vois les gens qui repoussent les machins, les trucs. Donc je les regarde, j'ai droit dans les yeux, je leur serre la main, je leur dis on a un deal, on le fait. Et toutes les personnes qui m'ont serré la main, il y en a eu plusieurs. Il y en a même un qui est venu sur mon podcast, qui en a enregistré dans l'année qui a suivi 50, il s'était engagé à le faire. Et
Voilà, donc il y a une forme d'engagement. Donc prenez un engagement avec vous-même et respectez-le. Et, parce que sinon, ça restera juste un projet. Donc ça, c'est l'étincelle qu'il vous faut, le déclic, tac, où vous vous dites, ok, je vais le faire. Après, très simplement, il faut acheter le matos. Et le matos, il y a un matos minimum qu'il faut avoir parce qu'un podcast avec un mauvais son, même s'il est très bon, c'est inaudible. Et voilà. Et on n'est pas obligé d'avoir un studio, on n'est pas obligé, il faut compter à minima 250-300 euros de matériel, 250. Tu tapes matériel podcast, tu vois sur mon lien, il y a tout ce qu'il y a, un Zoom H6, tu peux prendre un H4 un peu moins cher, deux micros Shure, deux câbles. Basta, c'est tout en fait. Il ne faut pas grand-chose. Si deux casques, tu y arrives, et tu peux même prendre des petits casques. Voilà. Et une fois que tu as ta date et le matos, moi je fais un peu les choses à l'envers sur toi, c'est que je boucle les invités d'abord. L'enfer. Tu montes toi? Alors, c'est délicat le sujet du montage. Moi, initialement, déjà juste pour revenir sur le point qualité audio et matériel. Tu parlais de, tu vois, tu peux prendre un enregistreur, tu peux prendre des très bons micros. Déjà savoir si tu veux le faire à distance ou tu disais c'est pas nécessaire de le faire en studio. Moi, à titre personnel, j'ai commencé dans ma chambre, tu vois, dans mon bureau, dans ma chambre, à distance, et c'était via des outils comme Zencastr ou Riverside. Et là-dessus, tu peux acheter toi un bon micro, mais comme tu l'as dit, fondamental, si l'invité en face peut avoir un bon micro, c'est quand même beaucoup mieux parce que sinon, moi j'ai déjà eu des petits soucis à ce niveau-là. Et... Nous, on leur renvoie des micros maintenant, ouais, mais ça, c'est un le petit level budget. au-dessus. Ouais. Après, alors il y a une technique là-dessus, il faut surtout pas de Bluetooth. Alors, idéalement, de votre côté, vous avez un bon micro. Vous mettez l'enregistreur, il sert de carte son, c'est assez facile à faire. Vous le branchez sur votre ordinateur et quand tu choisis les micros dans Zencastr ou peu importe le logiciel, tu choisis Zoom la carte son. Donc là, de ton côté, tu auras un bon son. Et de l'autre côté, il faut un micro filaire. Nous, il y a deux choses qu'on aime, c'est demander s'ils n'ont pas un casque, tu sais, avec un micro, casque de gamer ou chose comme ça. Ça arrive de temps en temps, mais c'est assez rare. Sinon, c'est les anciens casques Apple, tu vois, le casque blanc, filaire, encore une fois. Le problème, c'est que maintenant, les téléphones n'ont plus de prise jack. Plus personne n'a de fil. Quoi. Ouais. Voilà, mais le Bluetooth, c'est l'horreur. Le Bluetooth, c'est une qualité pourrie, ça se déconnecte, donc il ne faut pas faire de Bluetooth. Donc voilà, il faut qu'ils trouvent un casque micro. Et, évidemment, le physique, c'est mieux. Le physique, c'est mieux parce que la qualité est meilleure et parce que tu as la personne en face, tu as les yeux dans les yeux, tu as les mouvements, tu sens tout. Tu vois, pour te dire, moi, j'ai mis 7 mois, je pense, avant de passer en studio. Avant, j'étais dans mon bureau, je fais tout en distanciel. Et puis, bon, c'est quand je voulais passer le step au-dessus où je me suis dit, je vais passer en studio. Et en fait, au-delà de la qualité audio, au-delà de la possibilité d'avoir des caméras pour faire du vidéo, je trouve que la connexion que tu crées avec l'invité, elle est incomparable. Sur Zencastr, tu peux enregistrer la vidéo, mais de temps en temps, même moi j'enregistrais pendant les confinements, etc. Il y a des moments où je sentais que mon invité, il était sur autre chose. Voilà, c'est affreux, tu vois. Et puis ils se font déranger. Alors tu vas leur dire au début, il faut pas hésiter là-dessus. C'est quand même une prod que vous faites. Tu vas demander de se mettre en mode avion, d'être focus sur le truc. Au tout début, il faut un peu préparer le truc. Moi, j'ai une checklist. Je fais toujours aujourd'hui. Est-ce que tu vois, je m'assure qu'ils aient de l'eau, je m'assure que tout soit bien, qu'ils soient en mode avion, enfin, tu vois. Je suis bien tout ça, j'ai mes notes et tout ça. Mais il faut le faire simplement, il faut s'imposer un peu là-dessus. Et après, le coût du montage, il faut juste voir que les plus grosses émissions, en tout cas radiophoniques, on air, mais même en podcast, ce sont des émissions comme Les Grosses Têtes, Les Grandes Gueules, le RMC, tu vois, le sport, l'after-foot, les choses comme ça. C'est que des émissions en live. Donc après, il y a deux grandes familles de podcasts. Il y a les podcasts montés, tu vas rajouter de la musique, tu vas faire un format de 52 minutes, c'est super, c'est très beau. Ça coûte très cher à produire. C'est super, encore une fois, j'ai pas de... Mais juste... de préférence, non, j'en écoute pas moi, mais j'ai pas de dédain envers ces podcasts. Je trouve ça superbe, très beau, etc. Voilà, faut juste comprendre que ça coûte très cher à produire, et quand tu regardes les charts, ça fait plutôt moins d'audience, voire beaucoup moins d'audience,
et ça rapporte moins. Ouais. Donc, à un moment, juste si tu veux te lancer dans le podcast game, moi, je te dis, fais des conditions de direct, parce qu'il y a un truc qui est super, c'est que quand tu dis je vais tout mettre en ligne, ton invité, il se lâche un peu, il est à l'aise. De temps en temps, il va te dire bon, est-ce que je peux couper ça ? Éventuellement, moi je le fais pas trop, mais éventuellement tu vas lui dire oui, je pourrais couper si tu dis des conneries. Mais surtout, t'as pas à réécouter. Parce que moi je fais des podcasts, tu vois, qui durent 2h30 sur Génération du Turcel, 3 heures de temps en temps. T'imagines les heures de montage qu'il faut derrière ? Et donc, mais même quand tu fais 1 heure, hein, même quand tu fais, voilà, en fait, tu gagnes, tu passes de... avant, moi je faisais ça, c'est un sidekick, comme on dit, c'était un side business. Je faisais ça en plus de mon job. Donc t'as pas le temps, quoi. Non. Ouais. Mais c'était, à la limite, c'est une bénédiction. C'est-à-dire qu'au début, je ouais. m'étais dit, j'ai 4 heures par semaine pour faire mon podcast, entre ouais. la programmation, la mise en ligne, l'enregistrement, etc. Donc en fait, j'étais super efficace. Ouais. Non mais t'as raison, parce que personnellement, quand j'ai commencé, je me suis dit bon, je voulais avoir j'avais pas une qualité de son incroyable vu que j'étais en distanciel, mon micro, j'avais un micro mais pas incroyable, mon invité encore pire. Je me suis dit que j'allais faire, tu vois, sur Ocha, des montages, etc. Ça prenait des plombes et des plombes. Ça prend 4 heures. Ça prend 4 heures. Tu dois faire du dérush, donc c'est tout réécouter, couper les blancs, les machins. Donc tu peux passer énormément de temps pour une qualité légèrement meilleure, mais c'est pas fondamental. Il y a un outil magique qui s'appelle Auphonic. Tu l'utilises ? Tu connais ? Je connais, ouais, de nom. Ah, t'as jamais utilisé ? Non, mais. J'ai pas utilisé. Donc c'est toi qui les mets en ligne, tes podcasts ? Du coup, tu veux dire, ouais. En fait, quand j'utilisais Ocha, au début c'est moi qui montais. Ensuite, j'ai délégué à un monteur audio qui faisait du travail de meilleure qualité. Et maintenant, ces épisodes-là que j'enregistre en studio, il y a aucun montage audio. Ok, mais faut les passer sur Auphonic. Je vais te dire pourquoi. Auphonic, c'est AUPHNI. En fait, ça te fait un fichier, tu vois d'ailleurs sur le diagramme, là, tu vois quelque chose qui est juste droit, en fait. Okay. Plat, super bien équilibré, et ça te sort un beau fichier. Et en fait, en qualité de son, tu peux faire des réglages pour avoir un son plus rond, avoir un son plus... C'est vraiment super. Ok, donc Auphonics pour améliorer la qualité des fichiers audio, quoi. Exactement. Ouais, super. Bah, écoute, je l'utilisais pas, donc parfait, nouvel apprentissage. Mais ouais, faut pas non plus passer 1000 heures. Non, simple, efficace. Moi, je me concentre. Alors, sur le fond, la forme, tu vois, on l'a dit, la forme, ce qui est très important, c'est penser que au son. Après, tu rajoutes la vidéo, tu peux faire d'autres choses, mais ça reste d'autres médias. Mais d'abord, le fond, et te dire, ok, je vais avoir une discussion avec mon invité, on se met les yeux dans les yeux, on va partir, je vais poser les questions. Et un truc aussi important très important sur la forme, qui est au début, peut-être, on stresse un peu, on se dit, il va y avoir du monde, etc. Faut se relax, et surtout, faut se dire à un moment, moi, j'ai une technique... ça fait bien longtemps, je crois qu'elle est passée maintenant parce qu'elle est naturelle, mais quand j'ai une question qui me vient et que je me dis je peux pas lui poser cette question, je me dis alors ça c'est une bonne question et j'y vais. Tu vois. Et combien ton chiffre d'affaires, comment, truc, etc. J'essaie toujours d'aller décortiquer les machins, etc. Ouais, pareil. Et donc j'y vais en fait. Ouais. Bah, une bonne façon pour aussi réduire le stress, personnellement moi je préparais énormément, je travaille toujours pas mal, mais exactement, 2-3 avant de commencer, c'était nickel, puis petite bière aussi. Je me préparais une liste de questions avec... bon, après, c'est peut-être les reliquats de mon passé de consultant, mais je structurais en disant, OK, partie 1, on va parler de ça, partie 2, partie 3. Puis je me mettais un certain nombre de questions. Et ça rassure en se disant, au cas où il y a un blanc, parce qu'en fait, quand tu commences, moi, j'avais peur de me dire, en fait, je sais pas, j'ai pas les questions, il y a un blanc, l'invité est un peu gêné, ou bien c'est moi qui suis gênant. Avoir un support, ça rassure énormément. Et en fait, tu vois, moi, j'ai toujours, mais ça devient plus un fil rouge que des questions, parce que ça c'est terrible, ça c'est l'erreur que j'ai vue chez pas mal de gens qui lancent un podcast, c'est d'avoir des questions et de poser la question, attendre la réponse de l'invité, question suivante, réponse de l'invité, question suivante. Il y a des gens qui le font bien, des trucs très scriptés, mais
la limite, ça pour moi, c'est un travail aussi de journaliste, dans un truc qui est plus rythmé. Et l'avantage du podcast, c'est aussi de pouvoir. Il y en a qui s'en moquent d'ailleurs, qui trouvent ça assez. Ils disent, bon, les gens, ils parlent, ils racontent n'importe quoi, c'est trop long, etc. Mais j'aime bien, moi, cette approche. J'ai un épisode que je vous recommande avec Stéphane André sur Génération It Yourself. Qui est vraiment sur l'école de l'art oratoire. Et il parle de valse des esprits. Et il dit, en fait, tu t'ancres dans les yeux de la personne, tu dois vraiment être dans un truc sur lequel... et c'est dur, tu vois, j'entendais Tim Ferriss, tu connais Tim Ferriss, c'est probablement un des plus gros podcasteurs, moi qui m'a beaucoup inspiré aussi au début, qui passait dans un autre podcast et il disait, le truc le plus dur de temps en temps au début, c'est d'être capable de let go une question ou un truc parce qu'en fait le flow t'a emmené ailleurs. Et ça, c'est vrai que c'est dur. Moi, hier, j'ai enregistré un podcast, j'avais une question et j'y suis revenu et elle ressort de nulle part. Tu vois, après, je m'en suis voulu. Je me dis pourquoi t'es retourné là-dessus vraiment. C'était passé, l'instant était passé. Continue dans le flow, tu vois, c'est ok, c'est pas grave. Et il y a des trucs où t'as envie d'amener la personne, tu l'emmènes après. Mais il y a des choses, tant pis. C'est une idée, elle est passée, elle est partie. Ça me fait penser à un épisode que tu avais tourné avec Gad Elmaleh. Ouais. Et j'ai trouvé qu'en fait, ça fait vraiment le flow qui avait super bien... Enfin, on avait vraiment l'impression d'être avec vous dans une salle en train de discuter ou même au bar en train de discuter. Et lui-même te disait, ah mais il n'y a pas de montage, il n'y a pas de script et machin. Et toi, tu dis, non, c'est le flow, on y va comme ça. Et je trouve que tu le faisais super bien. Et c'est... à ça qu'on reconnaît déjà l'expérience très clairement, ça vient pas tout de suite et il faut pas se dire c'était pas une discussion très fluide. Au début, c'est bien d'avoir un petit script, de se rassurer, d'avoir un support, mais derrière, si tu sens que tu crées une connexion, typiquement j'ai eu un épisode récemment avec Mounir Lagoun de Finari. J'adore. J'avais préparé, je sais pas moi, une 40aine de questions. On a dû en parcourir 10 et en fait on a fait 2 heures et je dis bon bah, en fait on n'a pas parlé de la moitié des choses dont je voulais te parler, mais la discussion était géniale. Une des choses que j'ai moi et que j'ai mis peut-être un peu de temps à conceptualiser alors que c'est hyper simple, c'est que moi, mon podcast, donc Génération It Yourself, mais aussi la Martingale, Génération It Yourself, c'est qu'on est la moyenne des personnes qu'on fréquente. Donc moi j'ai rencontré les meilleurs dans leur domaine, Alain Ducasse, Gad Elmaleh, tu vois, dans l'humour, la cuisine, les finances, les startups, etc. Et je voudrais comprendre comment ils ont réussi pour que tous puissent se dire, ok, ils ont fait ça, moi je pourrais me l'appliquer, ça peut m'inspirer, je suis pas d'accord avec ce truc, moi je vais plutôt... Il y a des gens qui disent tout et son contraire sur Génération It Yourself, mais c'est ok. Et en fait, le comment est devenu très central dans mon podcast. Donc, quand on arrive sur un nouveau sujet, même si je n'avais pas prévu de le faire, je vais lui dire, mais comment, en fait? Tu vois, avec Gad, je veux savoir comment tu deviens drôle, comment tu t'entraînes, comment... voilà, il me raconte ses histoires au Paname, comment lui, il va toujours, en fait, une sorte d'obsession d'aller sur scène... dans des toutes petites scènes à Paris où il n'est pas attendu et où les gens voient débarquer Gad Elmaleh. Parce que j'imagine ça doit être difficile de prendre du recul sur le comment, quand c'est ta vie, quand tu as finalement l'impression d'avoir été spectateur de ce film qu'est ta vie, derrière te demander comment tu as fait ci, comment tu as fait ça. Ouais, mais les gens qui ont réussi dans un truc, tu vois, moi j'ai réussi dans le podcast, je sais comment j'ai réussi quand même, tu sais comment tu bosses, ça tombe pas du ciel. Donc après, s'ils n'ont pas envie de le partager, c'est autre chose, mais il y a un moment où tu sais là où t'as travaillé un peu plus, tu sais, tu vois... toi, t'investis en venant dans un studio plus pro. Moi, j'ai pareil, investi dans Orso. J'ai une productrice, j'ai une monteuse, j'ai une productrice. Enfin, j'ai 3 personnes full-time. Hein, c'est pas un hasard, tu vois. Et donc, la programmation, les choses, on est à Donf, on fait d'autres projets. C'est pas un hasard, je le sais, tu vois, je l'ai monté. Donc, quand tu vas voir les gens, ils savent comment. Et quand ils viennent chez moi, normalement, ils savent qu'ils vont partager un peu leur secret sauce. Ouais, forcément. Mais justement, le fait de... Tu vois, t'as eu Gad, moi je parlais à Mounir, enfin, je parlais à plein de gens hyper intéressants, hyper inspirants. C'est un des avantages majeurs, je pense, du podcast, c'est de pouvoir rencontrer ces personnes qui, autrement, t'aurais probablement jamais croisé de ta vie. Tout à fait. Comment est-ce que toi, tu trouvais tes invités et quels sont un peu tes conseils pour réussir à les aborder? C'est un travail de chien, hein, ça. C'est vraiment... c'est peut-être le plus dur et le moins... Pas le plus intéressant. À la fois, c'est rigolo parce que tu as des wins, tu vois. Donc, comme tu cravaches, et puis à un moment, tu te dis, bon... mais en fait, tu vas les chercher avec les dents, quoi. Mais d'ailleurs, tes auditeurs aussi, hein, moi, pardon, 100%. Je l'ai rajouté
à la mano sur leur téléphone au début. Hein. Ah ouais. Je prenais le téléphone de tout le monde. Quand je voyais quelqu'un, je leur mettais tiens. Tu mets hop. 5 étoiles. Ouais, tu mets 5 étoiles, mais je les abonnais surtout pour qu'ils reçoivent la notif. Mais ça marche quand on fait. Je sais pas, au début, j'en ai fait littéralement des centaines, hein, des gens comme ça, tu vois, en leur montrant les podcasts, surtout que les gens n'écoutaient pas de podcasts à ce moment-là. Et donc, les invités, c'est un peu pareil. Au début, tu vas vers des gens que tu connais, qui te mettent à l'aise, etc. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis après, tu vas vers des gens dans le deuxième cercle que tu connais pas, mais tu trouves cool, etc. Et puis après, tu vas carrément, voilà. Faut être très ambitieux. Faut suivre ton instinct. Faut pas aller chercher des gens parce que. Faut pas aller chercher, tu vois, au début, on me disait, fais un tel, j'ai fait un épisode avec Christina Cordula, qui est très bien, mais, enfin, elle est très bien, mais en fait, on ne nous avait pas maqué sur ce truc pour les bonnes raisons. Moi, ils m'ont dit, va la faire parce qu'elle a plein de followers, ça va être super pour toi. En fait, elle est, tu vois, elle relook les gens. Elle était vraiment dans un truc dans le paraître. Et moi, j'essayais d'être beaucoup plus dans le truc, dans l'intérieur, tu vois, dans ce qu'il y a dedans. Et on n'a pas, c'est de ma faute. T'as pas eu la connexion, quoi. J'ai pas eu la connexion. Et en fait, j'avais pas très envie de le faire. Donc, j'ai probablement pas été très bon. Je suis arrivé, elle avait pas très envie de le faire. Elle m'a dit j'ai 20 minutes alors que je lui avais dit 3 fois par email que ça durait 1h30 au moins. Tu vois, rien ne s'est fait correctement. Et en l'occurrence, c'est pas sur elle que, encore une fois, c'est pas elle que je dénonce. C'est le résultat de ce qu'on a fait qui est pas bon. Donc voilà, faut avoir une envie, tu vois, se dire cette personne, j'ai envie. Et moi, j'ai envie de faire des gens, certains que tout le monde déteste, tu vois. Mais j'ai envie de les faire parce que j'ai envie de comprendre. J'ai envie de comprendre comment Cyril Hanouna il réussit à faire son truc. Quels sont ses moteurs comment il réussit à faire autant de choses d'ailleurs depuis si longtemps. J'ai envie de comprendre. Enfin, tu vois, plein de gens, pour certains, qui peuvent être un petit peu qui défient la chronique, mais j'ai envie, tu vois. Tu te détaches de l'image extérieure pour t'intéresser à la personne intérieure, qui elle est, comment elle a fait, comment elle a avancé, quoi. Et il y a plein de gens qu'on me pousse qui sont hyper connus, mais j'ai pas envie parce que tu vois, j'ai pas d'intrigue, j'ai pas un truc qui, voilà. Je pense qu'un des meilleurs indicateurs de la qualité future d'un épisode, tu l'as même pas tourné, c'est est-ce que tu as envie de parler à la personne. Et tu suis ton instinct là-dessus, c'est très important. C'est-à-dire qu'il y a des gens, tu vas les rencontrer. Tu vois, je vais pas spoiler le truc, mais j'ai rencontré une femme qui a fait un compte Instagram qui s'appelle Je m'emballe Clito, Chloé, et ma productrice m'en parlait un petit peu, je savais pas trop, j'avais pas très envie, ça me semblait un peu loin de ce que je fais, et puis j'étais pas forcément très à l'aise. Puis Chloé, je la rencontre dans une soirée il y a 2-3 jours, et la meuf m'a retourné, elle m'a trop fait rire, c'était trop cool. Et tu vois, je reviens, Clémence me dit, alors tu vois, ma productrice, donc elle essaye de me convaincre, je lui dis non mais c'est bon, c'est plié, vas-y, on y va, tu vois, il n'y a pas de sujet. Donc il y a des moments, tu as des déclics, tu as des choses, faut y aller, il y a des moments, tu n'en as pas. Je crois qu'il y a un truc qui est très important, un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné, je sais pas ce que tu en penses, mais même quand tu commences assez vite, tu vas avoir des gens qui vont vouloir venir sur ton podcast. J'allais t'en parler. Et moi, je refuse presque toujours. C'est-à-dire que, alors c'est pas facile parce qu'il y a des gens qui sont légitimes, etc. Mais en fait, une amie qui s'appelle Aude Baron, qui est directrice de la rédaction d'Eurosport.fr, me dit au tout début, elle me dit en fait ton podcast c'est chez toi. Et chez toi, quand tu as quelqu'un qui frappe à la porte pour venir dîner, si tu l'as pas attendu, tu le laisses pas rentrer. Et c'est pareil, si t'as pas envie, si tu l'as pas attendu, bon, si t'es ton super pote qui vient, que t'as envie, que tu te dis c'est cool, viens, ok. Mais voilà, et donc il y a des rares exceptions, mais dans l'absolu, c'est non en fait, c'est moi qui vais chercher les gens. Sinon, à la fin, tu n'es plus en maîtrise de ta ligne éditoriale, de ton contenu. Tu subis les gens qui arrivent. Complètement d'accord avec toi, et c'est arrivé assez vite, je trouve, sur le grand bain, d'avoir des personnes qui me contactent parce qu'elles voulaient intervenir, parce qu'elles trouvaient sympa ce que je faisais. Encore plus depuis que c'est en studio. Bon, déjà, ça rajoute un certain cachet professionnel. Il y a aussi le côté, je pourrais faire des shorts, des réels pour mes réseaux, etc. Bon, tout un tas de raisons qui font que. Et je pense qu'il ne faut pas perdre la ligne directrice qui est, est-ce que j'aurais envie de passer 1 heure à discuter avec la personne autour d'un café. On ne parle même pas du podcast, on se dit, est-ce que cette personne, j'aimerais bien me poser autour d'un café avec elle et discuter pendant 1 heure. Si la réponse est non, il ne faut pas répondre oui. Comme tu dis, c'est chez toi le podcast. Et tu vois, je pensais à Joe Rogan, par exemple, il le disait. Il disait, donc lui, il a fait je sais plus quoi, 2000 épisodes peut-être. 2005, je crois quasiment, oui. Au début, il disait oui à tout le monde.
il disait aujourd'hui, je regrette un nombre d'épisodes incalculable. Bon, il fallait passer par là parce que voilà, c'était, etc. Il savait pas. Non, mais je savais pas qu'il faisait ça, moi. Je savais pas qu'il disait. Si, il disait, mais il a reçu des gars complotistes et compagnie. Ah ouais. Aujourd'hui, bah oui. Mais du coup, aujourd'hui, il a un peu le recul en se disant, bon, j'ai donné une voix à des personnes qui n'auraient pas dû l'avoir. Mais si jamais t'as pas envie d'avoir des personnes en face de toi qui sont pas forcément alignées avec ta philosophie, tu vois, les Américains ils disent c'est un peu le concept de fuck yes or no. C'est soit quand on te propose un podcast tu dis putain fuck yes, lui j'ai envie de lui parler, si jamais c'est pas ça, c'est no. Et ça veut pas dire hein, pour ceux qui écoutent qu'il faut pas nous on a un contact à lamartingale.io, on doit avoir un contact à gdiy.fr, tu dois avoir un formulaire de contact ou une adresse. Ça veut pas dire qu'il faut rien envoyer. Il y a parfois tu vois, un fuck yes quand on nous envoie un truc. Mais faut pas être insistant, faut proposer. En fait, c'est pareil, c'est de l'autre côté, proposer un truc passion. Juste dire, tiens, j'ai fait ci, j'ai fait ça, si ça peut t'intéresser, c'est cool. En tout cas, j'adore ce que tu fais. J'ai écouté tous tes trucs, bien. Mais te dire, en fait, je suis super légitime pour rentrer chez toi et venir dîner parce que je suis trop sympa. Vas-y, enfin tu vois, c'est un peu chelou. Donc il faut juste, en tout cas pour les gens qui écoutent beaucoup certains de ces épisodes, des choses, c'est voilà. Et de l'autre côté, il faut se rendre compte que quand aussi t'as des gens qui ont trop envie, ça fait un épisode qui est pas toujours naturel, ça fait déséquilibré. Ouais. Donc faut voilà. Et tu vois, après moi j'ai un épisode magistral de Génération du Yourself. Qui est de quelqu'un qui m'a envoyé un message totalement what the fuck, qui s'appelle Nicolas Aignan. Il y a encore quelqu'un qui le postait aujourd'hui, épisode 207 de mémoire. Ouais, c'est un truc lunaire. Mais donc... Et lui, il était en inbound, il est arrivé, il m'a proposé une idée assez folle et je cherchais moi, j'aime bien pour l'été aller chercher des trucs en dehors de ma zone de confort, moins business, etc. Et je trouve ça cool. Ouais, donc en somme, pour trouver ses invités, c'est déjà réfléchir à avec qui tu as envie de parler, avec qui tu te poserais pendant 1 heure autour d'un café pour discuter, y aller un petit peu au culot, avec les dents, pas hésiter à, je sais pas, est-ce que, quelque chose, un message particulier, une plus-value, peut-être se positionner, tu vois, en face de la personne en lui disant qu'est-ce qu'elle aurait à y gagner, bon, mais en tout cas, il n'y a pas de secret. Moi, je trouve que globalement, les personnes à qui j'ai proposé, elles disaient oui. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est relativement flatteur, ça donne de la visibilité. Donc les avantages pour l'invité, ils sont assez évidents. Donc faut pas avoir peur et se dire ah non lui il est trop gros, je pourrais pas. Au pire quoi ? Au pire, il te dit non et t'es dans la même situation qu'avant. Ce que j'ajouterais sur l'avantage du podcast, c'est que c'était plus sur un mode de préparation en comparaison à, tu vois, un média, par exemple, email, où tu es solo, où tu écris, où tu produis un contenu. Il y a un truc qui est plus, je reviens sur cette valse des esprits, mais qui est, je pense, assez intéressant. Et ce que je voulais dire, c'est que, bon, un petit instant promo, mais j'ai aussi, alors, je t'ai dit 2 liens. Un lien sur comment, quel matériel pour le podcast et comment produire un podcast avec les moyens du bord. Donc, c'est deux articles que j'ai postés parce qu'on me demandait souvent comment faire. Et après, j'ai fait une formation qui fonctionne très bien, qui est avec Clémentine Gallet. Tu vois qui c'est ? Bliss Stories. C'est celle avec qui je me bats sur le plus gros podcast de talk. Un mois sur 2, c'est elle. Un mois sur 2, c'est Génération du Yourself. Et on a tous les deux créé une masterclass sur laquelle on peut te donner ou vous donner un code promo. Tu demandes à Orso. Un code le grand bain ou le grand bain, tu vois, et tu le mettras dans tes commentaires, mais on doit pouvoir faire, je sais plus de mémoire, c'est 350 €, on doit pouvoir faire au moins 50 €, peut-être plus. Non, mais il y a vraiment... ce qui est intéressant, c'est que là-dessus, sur ce genre de choses, on a mis vraiment, je crois que tu as 4-5 heures, on a mis tout sur la table. C'est-à-dire que tu suis ce truc-là, tu as de la préparation à l'invité, parce que là, on peut même pas tout dire, on a déjà dit pas mal, hein, mais du matos... etc., de promotion, marketing, etc. Ouais, donc là, on a vu un petit peu, comprendre l'intérêt du podcast, trouver l'idée, pareil, on n'a pas trop mentionné ça, mais en soi, il faut un peu écouter ses passions, ses intérêts et de quoi tu pourrais parler. Moi, ce que je pensais souvent, c'était de quoi tu peux parler devant une audience pendant 1 heure sans avoir besoin de notes, tu vois. Si jamais il y a un sujet sur lequel tu peux faire ça, c'est une bonne piste de réflexion. Et donc après, trouver des invités, on en a parlé. L'enregistrement, pareil, avec le matériel. Faire simple au début, limiter au maximum le montage.
Et ensuite, on arrive à la partie diffusion. Comment est-ce que toi, tu abordes le sujet de la diffusion? Il y a plein d'écoles, hein. Je sais que du coup, on n'est pas forcément sur la même ligne. Moi, je fais pas mal. Enfin, je fais des vidéos avec les shorts et compagnie. Toi, c'est de l'audio uniquement. Je fais des vidéos maintenant sur Génération Turcef depuis 1 an, dans mon autre studio là-bas. Mais c'est venu très tard, ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment privilégié l'audio au début pour une question de coût, parce que c'est pareil, la vidéo, faire les shorts. En fait, moi, j'ai été... En fait, j'ai appliqué une technique, je me rends compte en 10 ans, sur laquelle je suis assez mauvais généralement dans la vie. C'est-à-dire que je suis très dispersé. Tu vois, je suis quelqu'un d'assez créatif, je crois. Et j'ai envie de faire plein de choses et je fais plein de choses du coup. Mais là-dessus, je crois que j'ai été très concentré sur un truc qui était mes audios. Et en fait, au début, j'avais pas de réseaux sociaux dédiés, j'avais pas de newsletter, j'avais pas de site internet. Le site internet en 2023, c'est anecdotique. Hein. Bah ouais, mais bon, gdy.fr maintenant, il fait quand même du trafic et il me permet de renvoyer quand même tous les épisodes, etc. En fait, j'avais un Medium, c'était ma base, tu vois. Sur Medium, je balançais mes épisodes toutes les semaines. Je me disais au moins les gens sont abonnés, ils reçoivent une notif, etc. Maintenant, Medium a un peu disparu, mais en plus c'était très bien en référencement. Et c'est tout en fait. Donc tu vois. J'ai empaqueté mon épisode et la diffusion, je l'ai balancé. Alors au tout début c'était SoundCloud, mais il faut surtout pas faire SoundCloud. Pareil, j'ai des liens sur mes épisodes, des beaux liens d'affil pour aller sur Ocha qui est très bien, ou tu dois en avoir d'ailleurs. Mais moi je suis sur Ocha également. Qui est très bien. Maintenant, nous on est sur AudioMeans, qui est bien, mais qui est beaucoup trop cher et pro pour débuter. C'est pas là-dessus qu'il faut aller pour débuter, il faut aller sur Ocha qui est très bien. La formule, le starter pack le moins cher, il convient parfaitement. Exactement. Et puis voilà, moi je faisais audio, je me prenais pas la tête. Et épisode après épisode, comme je le dis toujours à la fin de mes épisodes, s'il vous plaît, partagez cet épisode. Ça, je le dis pas. Tu sais que j'ai remarqué, je sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant, mon principal, ça j'ai pu avoir ces stats sur Spotify, je crois, ma principale source d'acquisition, c'était WhatsApp. WhatsApp, les gens qui partagent l'épisode à quelqu'un d'autre. Incroyable. T'imagines, mes nouveaux éditeurs, ils venaient de WhatsApp. C'est parce que, en fait, je demande à ce service, tu vois, je leur dis, je vous demande rien en vrai. Je vous demande juste de... podcast, il est gratuit. De me follow, voilà, si ça vous plaît que tu arrives au bout d'1 heure ou 2 heures ou 3 heures, c'est que tu as bien aimé, tu vois. Donc à la fin, tu dis, s'il vous plaît, si vous pouvez me noter sur Apple, parce que ça me fait remonter bien dans les classements, et encore après, je sais même pas si ça a vraiment d'importance. Mais surtout, juste partager cet épisode à 2 personnes. Vous pensez bien à 2 personnes, là, quand je vous le dis, vous allez sur WhatsApp, tu l'envoies. Et c'est 2 nouveaux auditeurs potentiels. Et donc, tu vois, l'idée, c'est ça, c'est juste une forme de viralité soft, et c'est pour ça que ça grossit pas très fort et très vite un podcast. C'est pour ça que c'est un sport d'endurance de long terme. En revanche, quand tu fais ça bien, ça fonctionne, quoi. Ouais. Je crois que c'était Chris Williamson qui disait sur le podcast... tu vois qui c'est, Chris Williamson? Ah ok, je sais plus le nom de son podcast, mais c'était... un paquet pourtant, mais... Ouais, c'est un Américain. David Bartlett, tu m'aurais dit d'ailleurs You Have a CEO, non, Steve Williamson. Oui, d'ailleurs You Have a CEO, excellent podcast aussi, mais tu m'as fait perdre l'idée. Je parlais du partage sur WhatsApp et d'une personne à personne à personne. Oui, c'est ça. En fait, si jamais toi, tu es confiant sur la qualité de ton podcast, que tu considères qu'il y a des leçons, des enseignements, de l'expérience, de la valeur, quand tu partages et quand tu dis à quelqu'un de partager un podcast, il faut savoir que les personnes, ça c'est de la psychologie humaine, vont associer la valeur que tu leur auras partagé à toi. Parce que moi, jamais je te présente, je te parle d'un podcast qui est super, tu vas dire putain, Charles Elias, c'est sympa en fait, c'est super, parce que quand il m'envoie des trucs, c'est de bonne qualité. Et donc ça, il faut être confiant de la qualité de ton podcast, partager et le rappeler en disant mais en fait, si jamais vous partagez un podcast de qualité, ça va servir ceux à qui vous le partagez et ça va aussi vous servir vous. Donc en fait, c'est une chaîne de valeur et de bienveillance, tu vois. Non, c'est sûr. C'est sûr. Et après, donc là, c'est pour la partie diffusion, effectivement, se concentrer, donc Ocha, AUSHA, plateforme audio pour diffuser sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Podcast, Deezer et compagnie. Et après, si on veut s'intéresser aux plateformes vidéo, mais c'est vraiment dans un second temps, pas perdre de temps, pas perdre d'argent au début. Moi, je pense typiquement, je pense que j'ai fait le switch peut-être un petit peu vite, tu vois, sur la vidéo, mais
voilà, après c'est une question de style, de standing que tu as envie de donner à ton épisode. Mais là, tu vois, la vidéo, alors avoir des grosses vidéos de qualité, c'est quand même piqué. Tu vois, là, on est sur des caméras, ça vaut 5 000 € une caméra comme ça. Enfin, tu vois, tu rentres dans du montage, c'est autre chose. Enfin, un studio comme ça vaut 20-30 000 €, je pense. Et donc, tu peux les faire au rabais, tu peux réussir à faire des trucs pas mal à 2-3 000 balles, mais c'est déjà autre chose. Et après, les montages, les choses, t'es vraiment dans un autre univers. L'ordinateur, pour monter, ça doit être des grosses bécanes. C'est un autre univers. Mais quand tu dis, je veux faire du podcast, moi, je dis, fais du podcast déjà. Et tu vois, après, tu peux faire des newsletters, ça marche très bien. Si c'est ça qui t'intéresse et tu es attiré par l'écrit, tu veux faire de la vidéo, tu veux faire du TikTok, tu veux faire d'autres choses, très bien. Mais concentre-toi un peu, simplifie les choses, parce qu'en fait, le montage, les choses trop complexes, la vidéo, à chaque fois, en fait, tu rajoutes des couches de complexité. Tu vois, des vraies douleurs qui font qu'au bout de 10 épisodes, tu vas dire, attends, j'en j'en ai vu, mais tellement, c'est ce que je disais au tout début, j'en ai vu tellement arrêter au bout de 10, 15, 20, 30 épisodes, parce qu'il faisait une montagne à chaque fois. Si tu fais simple, eh ben, ça va être cool, ça va bien. Je sais pas si tu avais vu cette stat, alors j'ai plus le chiffre précis, mais c'était 90% des podcasts ne dépassent pas le 20e épisode, et sur les 10% restants, 90% encore ne dépassent pas le 30e. Et donc, au-delà du 30e épisode, tu fais déjà partie du top 0,1% des podcasts d'un point de vue longévité. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui font cette erreur en se disant au début, oui, non, mais bon, c'est pour les premiers ou je sais pas quoi, mais en fait, tu deviens accro à effacer les moments où tu... mais ça, j'ai passé des heures à le faire sur parce que tu veux être parfait, etc. Moi, quand je m'écoute, je me dis, mais je suis dégueu sur mes podcasts, c'est affreux. Et en fait, c'est OK, c'est pas grave. C'est naturel. En fait, faut arrêter de vouloir être parfait. Ça, tu le laisses à Instagram, c'est bien. C'est exactement ce que tu disais dans l'épisode avec Gad, en disant voilà, c'est brut, brut de fonderie, c'est naturel, mais finalement c'est ce que les gens veulent entendre, c'est de la sincérité. C'est là où, à l'ère, encore une fois, que ce soit du contenu snack ou trop travaillé, le podcast brut, t'as la sincérité des gens, t'as de l'authenticité, et c'est ce qui manque, je pense, un petit peu aujourd'hui. En fait, ce que tu cherches, je me disais, mais en fait, moi je cherche pas à filtrer. Quand je te parle d'ophonique, etc., ce que tu cherches, c'est à restituer. C'est pour ça qu'il faut des bons micros. C'est à restituer dans les oreilles de tes auditeurs le vrai son organique tel qu'ils l'auraient s'ils étaient avec toi. Donc il ne faut pas une qualité moindre. Il ne faut pas chercher en revanche à avoir une qualité plus, c'est-à-dire à fois trop montée, trop montée, trop parfaite, trop... moi, les silences, il y a des gens qui coupent les silences. Alors, si tu choisis de les couper dans tes écoutes, il y a des lecteurs qui permettent de faire ça, ou d'écouter en x1.5. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, les silences, c'est parmi les plus beaux moments de mes podcasts. Quand tu poses une vraie question, que tu as quelqu'un, que tu as un gros moment d'émotion, et que tu as par moment, quand j'en réécoute quasiment plus maintenant, mais ce petit vrai silence, avec un moment où tu dis c'est pas possible, tu regardes ton truc, ça fait 8 secondes qu'il parle pas. Puis finalement, ça reprend. Waouh, tu vois, c'est tellement beau. Enfin, couper ça, c'est un péché, c'est pas possible. Complètement aligné. C'était, je pense, une des erreurs au début. Tu te dis non, il faut que ça soit dynamique, il faut qu'il n'y ait pas de blanc. Et en fait, quand le poids des mots tombe et que tu sens la réflexion, l'émotion dans la voix des auditeurs, enfin plutôt des participants, c'est là où tu te dis en fait, j'ai un épisode authentique, sincère, profond. Moi, je laisse des moments où le mec se renverse un verre d'eau, je me barre faire des cafés, quand mon invité va pisser, ce qui est arrivé quelquefois, eh ben, je parle, je meuble, tu vois, je coupe pas. Ah ouais, quoi. ça t'est arrivé. Non, tu vois, je vais jusqu'au bout là-dessus. Et en fait, c'est aussi un deal entre mon invité, mes auditeurs et moi, qui est de dire en gros, regarde, je te livre tout. Il n'y a pas de coupure, j'ai pas choisi pour toi ce qui était bien ou pas bien. C'est une sorte de vrai contrat. Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas d'artifice. C'est comme il faut. Et peut-être la dernière étape dont on n'a pas encore parlé, c'est in fine, ok, j'ai lancé mon podcast, j'ai trouvé mon sujet, j'ai trouvé mes invités, j'ai tourné, j'ai diffusé, ça fait 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100 épisodes peut-être. Maintenant, je me dis, bon, bah, j'ai de la traction, j'ai des personnes qui ont l'air intéressées d'un point de vue peut-être business. Comment ça se passe pour le sujet de la monétisation ? Alors, tu as deux grandes possibilités là-dessus. Enfin, il y en a probablement plus, mais moi, j'en ai deux grandes options. C'est que tu peux envisager, et je l'ai déjà fait, ça a été le cas pour la Martingale, de commercialiser ton podcast avant de le lancer.
Alors c'est mieux si tu es déjà visible et un peu connu, parce que évidemment, tu sais que tu as plus de chances de succès. Mais ça a un avantage, c'est que c'est un gros accélérateur. C'est-à-dire que imagine, tu vois, tu lances un podcast qui va me plaire, dans lequel tu vas avoir... voilà, puis en gros, pour t'expliquer, la martingale, je suis parti avec un partenaire. J'avais un deck de 5-10 slides. J'ai dit, je vais lancer ce podcast. Ça sera le podcast de référence sur les finances perso. Je vous propose d'en faire une saison qui était une saison, c'était 12 épisodes. C'est 2 000 € l'épisode, donc 24 000 € la saison. Et en plus, je vous demande 15 000 € pour le promouvoir. Donc j'avais un budget de 15 000 € en plus. Ok, pour la diffusion. En gros, ce que je faisais, c'est que j'étais allé voir Greg Pouy qui avait son podcast Vlan. J'avais vu 5-6 podcasteurs, plus une promotion sur Génération Do It Yourself, sur laquelle je me payais moins cher. Je faisais un prix, mais voilà. Et en fait, j'ai lancé la martingale en allant voir des gens comme ça qui allaient dire, écoutez, c'est le nouveau podcast de Mathieu Stéphanie. Et puis, pour 2 000 €, il m'envoyait, tu vois, il recommandait mon podcast pendant 2-3 semaines. Enfin, ça dépendait de la taille. Il y en a, c'était plus cher, d'autres, c'était moins. Et donc, j'avais un budget marketing pour lancer mon podcast. Donc, comme ça, mon sponsor était content. Parce qu'il se disait, il y a beaucoup plus de chances que je sois visible. Moi, en plus, il reste 2 ans sponsor sur le truc. Donc, dans les 2 ans, le podcast a beaucoup progressé. Et voilà. Donc ça, tu vas le pré-monétiser. Ça, c'est un truc assez intéressant et carrément possible. Mais il faut déjà avoir une certaine présence. Pas que sur le podcast. Si tu as déjà une newsletter, ou sinon dans ton univers, quoi. Si tu es le président de l'association de je sais pas quoi, ou le truc, ou que tu es un grand... clinicien, jardinier, on s'en fout, tu vois, le truc, que tu as une petite communauté, c'est possible. Donc ça, c'est le boost, le raccourci, quand tu peux te le permettre. Après, là, c'est peut-être cher, ça se trouve, vous allez le vendre plutôt 500 € l'épisode et demander 5 000 en plus. Ça se trouve, vous allez réussir à faire mieux et à le vendre plus cher, mais voilà. La version de Chien de la Casse, Do It Yourself, donc de Génération Do It Yourself, c'est que pendant 2 ans, j'ai pas gagné 1 €, je crois. C'est peut-être 2 ans. Ouais, 18 mois, je crois qu'au bout de 18 mois, j'ai Petit Bambou qui m'a proposé de me sponsoriser. Avec la martingale. Non, avec Génération Do It Yourself. Au bout de 18 mois, je crois que Petit Bambou a dû me donner 1 500 €, tu vois, donc ça fait beaucoup de travail pour 1 500 €. Pour combien pourquoi pour un épisode Non, en fait, moi, je vends au CPM, ouais. donc au coût pour 1000. Alors, je vais te donner les coûts. Donc c'était du variable, en fait. C'était, en fait, nous, aujourd'hui, c'est de l'insertion dynamique. J'imagine que c'est comme toi. Hein, donc, alors, quoique la martingale, je ne le vendais pas exactement comme ça. La martingale, je vends des épisodes, peu importe l'audience, sur une fenêtre de 2 ans. Donc, sur l'épisode 143, le sponsor, c'est eToro. Ça restera pendant 2 ans eToro. Et puis, au bout de 2 ans, il disparaît. Je mets un autre sponsor à la place. Qui me prend généralement mes 150 premiers épisodes, tu vois, mon back catalogue, et puis voilà. Sur Génération Do It Yourself, en fait, on va mettre une sorte d'insertion dynamique, donc aller à la seconde 48 de tous les épisodes, par exemple, j'ai un tag qui va insérer automatiquement le sponsor actuel. Donc le sponsor actuel, par exemple, là, c'est Samsung, avec mon super Galaxy Z Fold 5, qui est une bombe, et Samsung me paye... 90 € pour 1000 écoutes. Et là-dessus, je vais leur dire, une campagne, c'est minimum 200 000 écoutes. Donc, ça doit faire... 200 fois 90, ouais. Donc... 45 000 €, ça me semble cher. Non, c'est pas 4005. Attends, 90... non, 18 000 €. 18 000 €. 18 000 €, c'est ça. Ouais. Donc, 18 000 € pour 200 000 écoutes. Et donc, au bout de 200 000 écoutes, une fois que j'ai livré sur mes 350 épisodes de Génération Do It Yourself, je passe à Emma Sleep, des super matelas que je te recommande, avec le code DOIT. et voilà, et donc ce sont mes sponsors qui passent les uns après les autres comme ça. Ok, donc tu fais sur l'ensemble du catalogue en même temps pour une saison, une durée déterminée. Donc là, je leur livre un nombre d'écoutes. Donc le coût pour 1000 écoutes, c'est 90 €. Si tu m'en prends 1 million sur l'année, là, je vais te baisser le prix à peut-être 80, tu vois, ou 75, sur lequel Orso, qui est notre label, va prendre 30% parce que c'est eux qui commercialisent, qui gèrent tout ça. Tout ça pour dire que, ça c'est plus sur techniquement comment ça fonctionne. Ce qui est très important en revanche, c'est d'avoir
c'est ma manière de faire. Hein. Moi, je fais de la recommandation. Mhm. Ce téléphone, je le kiffe vraiment, ça rase, Ouais, tu ouais. vois. Mhm. Mes matelas Emma, je les kiffe. Je les ai essayés, je les kiffe. Je fais de la recommandation. Je pourrais te dire en one-to-one, essaye vraiment ce téléphone parce qu'il est cool. Si tu veux que je le dise à 300 000 400 000 personnes, bah, c'est payant. Ouais, clairement. Mais en revanche, il y a un contrat qui est cool, c'est que Samsung, en faisant ça, ils m'aident, ils me soutiennent. Tu vois, ils soutiennent un créateur qu'ils aiment. Et moi, je soutiens une marque que j'aime. C'est un vrai contrat. Ouais. Et le contrat aussi, il est là, très important pour mon auditeur, c'est qu'il sait que je me fous pas de sa gueule. Ouais. C'est que je lui balance pas un truc, tu vois, comme beaucoup d'Instagrammeurs ou le machin. Un jour, je vais leur dire, ce Samsung, il est top. Et le lendemain, je leur dis le meilleur. Et tu vois, là, je te reprends Emma, qui est c'est un fabricant de matelas allemand, je crois. Donc moi, j'ai une super expérience Emma, etc. Et je le recommande. J'ai pas mal d'auditeurs qui le prennent, genre, même beaucoup, et qui me disent putain, super, c'est génial, etc. Tout le monde est ravi. Et un jour, j'en ai un récemment qui me dit écoute, j'ai commandé mon matelas Emma là, et j'arrive pas à voir le service client, et machin, et en fait, je l'ai pas reçu, et c'est chiant, etc. Tout de suite, je les appelle, je leur dis les gars, c'est quoi ce bordel, tu vois. Ils investiguent, ils me disent le truc est parti dans un loophole. Enfin voilà, mais ils ont réglé le problème maintenant. Parce que je leur dis, moi, je veux pas dire à tout le monde que vous gérez toute la logistique, que c'est super, alors que c'est pas vrai. Hein. Et en fait, quand je vois la manière dont ils ont résolu le problème en 2 temps 3 mouvements, bah là, tu te dis, ok, c'est bon, c'est un super partenaire. Mais tu vois, c'est vraiment ça. Ça marche dans tous les sens. Il faut que tout le monde soit super exigeant les uns avec les autres. Et je pense que c'est ça le truc. Moi, je refuse des sponsors qui sont des sociétés du CAC 40 parce que je peux pas les recommander. Parce que si je le fais, les gens vont me dire, mais t'es associé à ça ou tu soutiens c'est chelou, tu vois. Si après je dis une connerie, et là c'est pas forcément le cas, mais si demain je te recommande, je sais pas, moi je dis une connerie, mais déjà, je sais pas, un liquide vaisselle, ce serait pas très tu vois, ce serait un pas peu très chelou, pertinent, pas très pertinent, mais surtout même une voiture qui me correspond pas du tout, tu vois. Tout à fait. Tu vois, si je commence à te balancer une Dacia, les gens vont me dire mais pourquoi il me parle de ça, Tu vois, j'adore la Logan, elle est vraiment super, etc. En plus, elle est pas chère. Enfin, très bien, j'ai pas de jugement de valeur, c'est une très bonne voiture probablement, mais c'est pas, tu vois. Non, faut rester en cohérence par rapport à ton audience, à ce dont tu parles, et vraiment apprécier. Et ce que t'aimes toi. Il y a rien de pire que, sinon après ça fait un peu homme sandwich, tu vois, ou prostitution presque, où tu dis bon bah je m'en fous et je vais. Alors que non. Tu vois, moi ça m'est déjà arrivé de refuser des marques parce que j'étais pas aligné avec les valeurs, et surtout, et on pourra en reparler un petit peu après, mais dès que tu parles d'investissement et finances personnelles, ça devient très touchy. Ah bah oui, très vite. Dès que tu vas de la crypto, des machins, des trucs, il y en a, moi je me suis bien renseigné avant de voir s'ils étaient bons, et si je recommandais quelqu'un. Alors il y a deux choses hein, dans ces univers. Il y a quelqu'un qui est honnête, parce qu'il y a des gens malhonnêtes. Dans la crypto, il y en a eu beaucoup. Hein, donc des gens, tu t'investis dans un truc, ton argent, tu le reverras jamais. Et deux, performants. Alors, performants, moi j'insiste toujours sur le fait que ils ont été performants par le passé, c'est des gens qui me sont recommandés. En revanche, la performance future, j'en ai aucune idée. Donc, s'ils t'ont convaincu, si tu digues, toi, mon auditeur, et que tu vas investir là-dedans, c'est ton problème, c'est ta réussite, c'est pas la mienne. Moi, je t'ai juste fait découvrir quelque chose. Après, je peux pas prendre cette responsabilité. D'ailleurs, j'en ai pas le droit légalement. Et je fais pas de conseils en investissement, etc. Et en plus, je ne veux pas. Voilà, c'est pas mon problème. Donc, ça, faut être très clair sur ces choses-là. Et autre chose qui est claire, pas toujours dans l'investissement, c'est un peu différent, parce que tu peux investir dans plusieurs trucs en même temps, tu peux avoir des concurrents. Mais tu vois, après, il y a des endroits où, moi, un de mes gros sponsors, c'est eToro. eToro, c'est mon sponsor. Quand j'ai son concurrent allemand qui vient me voir en me disant l'année prochaine, je veux prendre la place d'eToro, je vais voir eToro. Je suis très content de bosser avec eux depuis 2020, tu vois, ça va faire 3 ans et demi. C'est un super partenaire.
Et je leur dis, là, j'ai quelqu'un qui me propose de rentrer sur 1 an et demi. Moi, je veux continuer avec vous. Mais tu peux pas avoir tous les concurrents tout le temps, en fait. Il y a bien sûr. tu peux avoir 2 SCPI, parce que les gens peuvent investir dans 2 SCPI différentes, c'est OK. Mais en revanche, il y a des plateformes, des trucs, tu vois, moi, sur Conto, qui est un de mes gros sponsors, je vais pas aller dire, va chez MemoBank, tu vois, dans 2 semaines, puis après, non, en fait, Conto, c'est mieux. Ah ben non, tu devrais aller sur Shine, parce que c'est bien. Non. C'est Conto le mieux. Il faut garder une certaine cohérence par rapport aux personnes que tu préconises. Faut pas prendre les gens pour des cons. Et puis moi, je passe même ma vie à changer de banque ou de choses comme ça. Donc, à un moment, voilà. Ouais, ce qui est encore plus délicat dans le conseil tu me disais, oui, c'est conseil en investissement. Tu vois, moi, je suis CIF, je suis certifié par l'AMF, tous ces éléments-là. C'est pas pour autant que je vais faire du conseil en investissement sauvage par podcast. Surtout qu'un conseil en investissement, quand même, il faut savoir les objectifs de la personne, exactement, c'est son attitude au risque, etc. C'est censé être personnalisé. Par définition, un podcast, c'est oui. pas personnalisé, quoi. Exactement. Donc faut faire très attention. Et encore plus quand moi, je préconise derrière des... je sais pas, des services comme, je sais pas, Goodvest là, qui récemment a sponsorisé la newsletter. Super, ouais. C'est très bon, ils sont très sympas. Joseph Chouefati, une très belle. Ils font super ce qu'ils font. Moi, je mets au-delà de ma crédibilité du podcast, j'ai aussi des obligations réglementaires vis-à-vis de l'AMF et compagnie. Donc là-dessus, c'est très, très, très touchy les partenaires. Il faut faire, voilà, la leçon, ce qu'il faut en retenir, c'est promouvoir une société avec qui tu as des valeurs alignées, dont tu utilises idéalement les services ou les produits, et que tu serais confortable de le recommander à un ami. Et ne reniez jamais ça. C'est très très important. Quand il y a un mauvais feeling, un endroit, une sorte de karma qui va pas, et de temps en temps, le plus dur, en fait, c'est de... alors là, je vais pas parler des gens pas performants, mais des gens malhonnêtes. C'est potentiellement souvent ceux qui vont te rémunérer le plus. Parce que, imagine, en fait, je te vends un produit à 100. Donc, tu vas payer 100 € ou 1000 €. Et puis, je vais jamais te rendre le truc. Je les vole, les 100 balles. Moi, le podcasteur qui me recommande des gens, je suis prêt à lui refiler 20, 30, 40 €, 50 s'il faut. Je m'en fous, en fait. Alors que si je prends que 2% sur les 100, puisque je vais bien les placer, ou j'ai tu vois, un management fee, t'as envie que ça dure, t'as envie je de vais jamais filer 50 balles tu vois, donc de temps en temps, tu vois des trucs, des offres très très alléchantes en tant que promoteur, sponsor, etc. Et là, il faut vraiment s'en méfier, quoi. Donc voilà, il faut juste, quand tu sens pas le machin, à un moment, tu dis merci, non merci. Et de temps en temps, c'est des très belles marques aussi. Moi, c'est des marques, encore une fois, ça peut être des grandes banques ou des choses comme ça. J'ai pas envie de promouvoir un produit, tu vois, à la daron, quoi, en fait, à l'ancienne, auquel je crois pas. Ouais, complètement. Je pense qu'il n'y a rien de pire, on Après, a dit, la crédibilité, quoi. Ouais, j'ai arrêté d'emplâtrer systématiquement les grandes banques parce que avec le temps, déjà ces dernières années, elles ont beaucoup progressé sur beaucoup de produits. Et en plus, donc j'en ai rencontré pas mal. Et en plus, je pense qu'il ne faut pas se mettre des gens comme ça à dos. Mais voilà, c'est pas... en revanche, voilà, faut pas accepter tout. Je crois qu'on a compris le truc. Très, très clair. Moi, je laisserai ce genre de choses en live, hein, mais je te le dis tout de suite, j'ai un hard stop quand même dans 30 minutes, à peu près max. Très bien. Bah écoute, c'est pile l'occasion de switcher sur la partie suivante. Et je vais te dire pourquoi j'ai un hard stop, qui est quelque chose de très important. Le meilleur investissement de votre vie, probablement, c'est que je dois aller récupérer mes enfants à 19h précise. On enregistre en fin de journée. Et ça, c'est des choses sur lesquelles il ne faut pas renier, je pense. Non, complètement, tu as bien raison. C'est les priorités dans la vie. Bah justement, donc je pense que c'est très très clair là. Trouver l'idée, le podcast, c'est un excellent moyen de monter en compétence, de rencontrer des personnes avec qui on a envie de parler. Trouver des invités, c'est se demander est-ce que je passerai 1 heure à boire un café avec cette personne autour d'une table. L'enregistrement, le montage, aller au plus simple, surtout quand on commence. Se dire je vais faire 10, 20, 30 épisodes et je vais rien lâcher tant que je les ai pas faits. Donc faites au plus simple parce que sinon vous allez lâcher. La diffusion, pareil. Ocha ou bien des plateformes pour simplifier la diffusion sur les plateformes de streaming, en vidéo pourquoi pas dans un second temps, et à la fin passer, si on le souhaite, si on veut passer sur de la monétisation, réfléchir à soit passer par des exemples Cosa Vostra, Orso Media, ou des sponsors plus précis mais avec lesquels on est à l'aise
qu'on est à l'aise de mettre en avant, quoi. Et faites-vous kiffer, quoi. C'est Ouais. aussi, c'est le plus important, en fait. Tu vois, tu parles d'investissement ici, c'est un gros investissement. Moi, c'est un des plus gros investissements de ma vie, mais c'est aussi l'un des plus gros kiffs de ma vie. Donc, dès que vous voyez un truc qui vous plaît pas dans la prod, dans les choses, vous arrêtez, faites-vous kiffer, parce que c'est extra. Si vous êtes curieux, etc., c'est vraiment extra. Mais le faire, donc soyez honnête, authentique, avec vos sponsors, avec vos auditeurs, faites-vous kiffer, avec vos invités, faites-vous kiffer. Et voilà. C'est un kiff ouais. énorme. C'est un kiff énorme. Justement, maintenant, toujours dans la dimension des podcasts, mais sur l'investissement, moi, ce que je voulais comprendre par rapport à la Martingale, quand tu l'as créée, c'est déjà quel était ton état d'esprit quand tu l'as créé vis-à-vis de l'investissement et des finances personnelles? C'était quoi ta philosophie de l'argent quand tu as démarré? Quel était l'objectif peut-être? Est-ce que c'était vraiment une question de monter en compétences? Et comment tu te sens aujourd'hui vis-à-vis de ces sujets? Quelles sont les grandes leçons que tu en retiens? Alors, pour une situation juste personnelle, avant la Martingale, les seuls investissements que j'avais faits étaient des investissements immobiliers, potentiellement assez gros d'ailleurs, parce que j'avais fait 2-3 invests à Paris sur des biens plutôt pas mal, assez jeunes. J'avais vendu des bouts de boîte plus jeunes, vers mes 30 ans, et puis j'ai créé ces bureaux là où t'es. Donc on a fait quelques beaux projets IMO, de plus en plus gros, voilà. Donc je partais pas de rien en termes de... Mais j'avais pas de cash en revanche. Je suis un entrepreneur, j'investis tout mon cash, etc. Il se trouve que juste avant le début de la Martingale, on a vendu une boîte qui s'appelle Ocus désormais, qui s'appelait WeFlash. Et là, on a gagné un peu de cash sur nos holdings, en pro. Et plutôt que de me le payer moi-même et de me le mettre en perso, je me suis dit, bon, je vais réinvestir une bonne partie de ce cash et je vais essayer de voir comment je peux le faire. En fait, là, je me suis rendu compte que j'y connaissais rien. Tu vois, j'avais investi dans 2-3 startups, un peu à l'arrache. Il se trouve qu'il y en a une que j'ai revendue récemment. J'aurais gagné plus sur un PEA que sur le... Voilà, mais j'ai quand même gagné. Et je me suis dit, bon, on va essayer d'aller creuser ce machin. Et comme je faisais des podcasts déjà sur Génération Do It Yourself depuis 2 ans, je me suis dit, mais en fait, c'est cool. Tu vois, j'ai une sorte d'étoile de la mort dans ce truc-là. J'ai cette technique où je vais me dire, je vais aller apprendre en public et je vais aller interroger les meilleurs là-dedans, dans tous ces univers. Comme ça, je vais vraiment... et je vais en revanche faire un format plus court et pas du tout sur leur parcours. Voilà, je voudrais comprendre comment ça fonctionne, toujours sur le comment, tu le notes, les performances, les frais, les risques, et vraiment après demander à toutes ces personnes aussi qui s'y connaissent 2-3 petites questions sur leur martingale à eux, comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'ils aiment comme leur petit péché mignon d'investissement, etc. Et donc tu vas aller creuser les grands univers, immobilier de bureau, immobilier fractionné, STPI, tout ce que tu veux. Tu vas aller chercher évidemment la bourse, les cryptos, private equity, donc l'investissement dans des startups. Tu vas aller chercher des trucs plus originaux. Les cartes Pokémon, exactement, les Lego. Voilà, les baskets, les arbres. Les foncières solidaires, voilà, les fermes agroécologiques. Voilà, le photovoltaïque, l'éolien, ou toutes ces choses-là. Toutes les plateformes qui se sont créées aussi, de Anaxago la semaine dernière, c'était... il y a eu Lenga, où il y a eu... surtout voilà, j'ai fait le crowdfunding immobilier, etc., etc. Et donc, honnêtement, en fait, j'ai à peu près tout expérimenté en plus, ce qui était assez drôle. C'est comme j'avais un peu d'argent, à chaque fois, je me disais, tiens, je mets un billet là-dessus, tiens, je mets un billet là-dessus, tiens, là-dessus, etc. Et donc, quand tu testes, tu progresses, tu vois les choses, t'investis, les crowdfunding immobiliers, j'en ai fait plein, les investissements start-up, j'en ai fait plein, des investissements dans des fonds, donc ça, en tant que LP, j'en ai fait quelques-uns, sur lesquels tu suis, en fait, les participations, tu vois comment fonctionnent les fonds. De la SCPI, j'en ai fait un peu, mais pas beaucoup, pas assez à mon goût. Et tu vois, donc je me suis mis à peu près à faire ça, en recevant les meilleurs et en comprenant, etc. Et donc, tu vois, génial, ça coche toutes les cases. Et beaucoup de gens avec moi s'y sont mis. J'ai fait de la crypto, évidemment, aussi. J'ai perdu, j'ai gagné. Je me suis pas trop fait arnaquer. Je crois pas. Pas trop? Ça veut dire qu'il y a quand même eu des petits... Non, il y a un truc qui est pas très clair, justement, dans un univers de crypto. Un truc qui s'appelait Cardashift. Ça, je l'avais reçu sur Génération Do It Yourself.
Honnêtement, en fait, en tout cas, je sais qu'il y a eu un gros micmac entre les fondateurs, etc. Ouais. Le truc existe toujours, mais alors en revanche, je pense que ça vaut zéro. J'ai mis 5000 balles dedans. C'est de la DeFi. C'est une. Alors, est-ce que c'est une DAO c'est un Mhm. truc dans lequel tu vas pouvoir investir dans des boîtes qui sont censées être En lien avec, ok. tu vois, écolo, etc., etc. Et je sais que le type que j'ai reçu sur Génération It Yourself a disparu du projet, enfin est parti du projet, etc. Et que bon, il y a eu de Pas très l'embrouille, clair, tu vois, quoi. il y a eu de l'embrouille. Donc je compte pas trop revoir ce truc. Mais bon, voilà. Après, ce qui est drôle, c'est que donc il y a des gens qui m'ont contacté pour me proposer des projets, de mes anciens invités qui me proposent des trucs, puis j'investis dans quelque chose, puis je fais un co-living, et puis je rachète un autre truc, et puis je revends un truc. Enfin, tu vois. Donc c'est extra en fait. C'est que et je raconte. En revanche, je suis super transparent. Je raconte tout, les prix, les choses, les faits, les craintes. Donc c'est vraiment une sorte de... Enfin, je suis un livre ouvert là-dessus. C'est un journal de bord que tu as Ouais. tenu. Et c'est ça que, quand j'ai découvert la martingale, moi j'ai adoré, c'est qu'on avait le sentiment d'investir avec toi, ou à minima de... En fait, tu te mettais dans la position d'une personne qui, je simplifie, n'y connaissait rien sur le sujet de l'invité, et qui posait toutes les questions qu'il faut, et toutes les questions qui fâchent. Combien ça coûte? C'est quoi les frais? C'est quoi les risques? Comment je passe à l'action? Ah oui, mais c'est quoi les différents acteurs? C'est quoi la méthodologie, les erreurs à éviter? Tu poses toutes les bonnes questions. Et en fait, tu vois, sur des sujets... en fait, tu avais un peu la position parfaite du type qui voulait se renseigner, voulait comprendre. Donc là-dessus, déjà, Je l'ai plus, tu crois? tu l'as toujours, mais maintenant tu as l'expérience. Donc, C'est vrai, ça change, t'as raison. maintenant, tu as je vois ce que tu veux l'expérience, dire. tu vois, mais quelqu'un qui ne connaissait rien et qui se dit, bon, bah, j'aimerais me renseigner avant d'investir. Ouais. Sauf que avec toi, il y avait en plus l'avantage de, bon, bah, tu me dis que faut que je mette 1000 balles là-dedans, bon, bah, je vais essayer. Parce que tu faisais du building public, hein, comme on dit sur les réseaux. Et que tu l'appliquais, et que tu en tirais des leçons, et que au fur et à mesure des épisodes, alors je dis pas que j'ai écouté les 200 épisodes, hein, mais au fur et à mesure du temps, tu avais de l'expérience et tu pouvais rebondir sur des éléments que te mentionnaient tes invités, et tu disais, ah oui, mais en fait, maintenant j'ai compris, je sais pas, j'ai compris le fonctionnement un petit peu des marchés financiers, ou j'ai compris la blockchain, du coup, l'épisode suivant, quand on te parle de crypto, ah bah, tu peux faire appel à ces connaissances. Et je pense que c'est la bonne méthodologie à appliquer quand on veut monter en compétence sur un sujet, c'est de, idéalement, pouvoir l'appliquer, valider entre guillemets cette connaissance, cette compétence, et ensuite de se dire les éléments suivants qu'on va m'enseigner, comment je peux les connecter au point précédent. Et ce qui est intéressant dans tout ce que tu dis, je sais que c'était des exemples, hein, mais c'est que je n'ai absolument pas compris le fonctionnement des marchés financiers. Si, le fonctionnement peut-être, mais pas le... Enfin, quand je dis le fonctionnement, c'est le fonctionnement, est-ce que ça va monter, baisser, etc. Je n'ai absolument pas compris. Je sais comment fonctionnent les cryptos, je sais comment fonctionne une blockchain, je sais comment fonctionne de la DeFi, au moins dans la manière, pas forcément dans la technique. Cela dit, tu vois, je me rends compte que tous ceux qui te disent j'ai compris ce qui se passe et comment marcher ou gagner sur ces marchés, ce sont des charlatans, tu vois. Et c'est sûr que ce que j'ai compris, en revanche, ce sont des grands principes finalement assez philosophiques aussi, tu vois. C'est de se dire, faut avoir des convictions, des intuitions, faut pas rentrer all-in sur un truc. Et encore, hein, c'est-à-dire que tu as le droit de le faire, rentrer all-in sur un truc. Rien n'est interdit. Non, mais ce que je veux dire, forcément conseillé. non, ouais, c'est ça. C'est pas conseillé si tu veux éviter de tout perdre. En revanche, si tu veux devenir très riche, très vite, très fort, bah, si tu fais 3 all-in d'affilée, c'est le meilleur, et que tu les gagnes, c'est le meilleur moyen. Et que tu les gagnes. Et que tu les gagnes. Le problème, c'est qu'il suffit d'en perdre un pour que tu n'aies plus rien. Donc c'est toute la difficulté. Mais quand tu as une bonne strate et que tu la commences tôt dans ta vie, et que aujourd'hui, moi, ce que j'ai compris, c'est que la techno est encore, évolue encore tous les jours, que en fait, tu vois, les comptes en ligne comme Revolut, Lydia, N26 te permettent de faire des trucs mais fulgurants pour vraiment 3 fois rien. Mettre de côté, faire des sous-comptes, des machins, des trucs, répartir. Moi, j'aurais tellement aimé avoir ça plus jeune, tu vois, te dire, ok... répartir tes revenus. Te dire, ok, ça va sur... Alors, bon, ça, je le faisais déjà, mais tu vas mettre... Bon, ça va sur mon PEA, ça va chez Nalo, ça va chez machin, ça, je le mets sur Goodvest, ça, truc, etc. Bon,
Mais surtout, bon, ça c'est pour payer mon loyer, ça c'est pour payer mes transports, ça c'est pour payer mes restos ou ma bouffe, ça c'est pour payer machin, et ça c'est pour faire ce que je veux en fait. Tu vois. Le guilt-free money, comme on dit, donc, l'argent. Donc c'est tout ce qui est l'investissement par objectif, toutes ces choses-là, te dire en fait, tes vacances, ton mariage, t'es pas marié ? Je ne suis pas marié. Bon, ton mariage, tu pourrais économiser dès maintenant, même 15, 20, 30 balles tout de suite, tu vois, puis en fonction de l'augmentation de tes revenus, tu vas augmenter tout ça. Et en fait, tu peux vraiment prévoir beaucoup de choses comme ça et te dire, en fait, ben moi, tu vois, au fur et à mesure, je vais pouvoir me payer des vacances de mieux en mieux. Et donc, je vais faire des efforts toute l'année. Voilà. Et ça, eh ben, tu peux le faire très, très, très facilement. Et quand tu arrives en vacances sur Revolut ou Lydia, tu vas dire, bon, bah, ça, tu le prends sur le compte vacances. Tu vois. C'est le goal-based investing. Exactement. L'investissement par objectif. L'investissement par objectif. Et je pense que c'est la meilleure façon de réfléchir, parce que si tu investis de façon un peu, j'ai envie de dire, brute de fonderie, où je mets de côté, mais je sais pas pourquoi, je sais pas combien, je sais pas à quel horizon de temps je voudrais l'utiliser, tu as 9 chances sur 10 de soit te lasser parce que tu fais quelque chose mais sans objectif, donc tu finis par dire ça sert à rien, soit de viser à côté et de te dire en fait j'ai pas assez investi, j'ai pas assez épargné, ou inversement j'ai peut-être trop mis de côté et en fait j'aurais pu profiter beaucoup plus. Et en fait, il faut comprendre certains grands principes, c'est ça. Donc l'investissement par objectif, pour moi, c'est une manière très philosophique d'approcher la finance, mais de te dire très tôt, ok, je sais ce que je veux, je sais que je vais vouloir un apport pour acheter un appartement dans 2 ans, parce qu'avant j'aurais du mal à le faire. J'ai mon sous-compte apport, je vais avoir, je sais pas, tu vois, des ETF, des choses comme ça. Et en fait, après, il faut aussi comprendre les autres grands principes, qui sont typiquement je recherche le terme, pardon, de Warren Buffett, les intérêts composés, compound interest. Donc voilà, comprendre que si tu commences à mettre très tôt de l'argent, que ce soit en bourse ou ailleurs, et surtout de manière très récurrente, eh bien, évidemment, tu vas lisser tes risques, mais aussi dans l'absolu. Alors, tu peux avoir un marché baissier sur le long terme, on ne l'a jamais vécu, mais on n'a pas forcément une croissance infinie, on ne sait pas, il y a des gens, des gros penseurs qui pensent que ça va décroître, mais à la limite, est-ce que ça décroît plus vite que l'inflation ? C'est pas sûr. Donc du coup, à un moment, tu seras gagnant quoi qu'il arrive. Et donc l'idée, c'est que le plus tôt, tu avances comme ça, le plus tu as des taux d'intérêt qui vont grossir, tu vas gagner des intérêts sur tes intérêts. Ce que je dis souvent, en fait, si investir présente des risques, ne pas investir, c'est la garantie de voir son pouvoir d'achat grignoté par l'inflation tous les jours. Exactement. Et ça, c'est en effet quelque chose que j'aime bien expliquer et réexpliquer avec les gens, qui ne paraît pas naturel du tout. Le dollar cost averaging, tu vois, donc ça, c'est d'autres concepts. Donc tu rajoutes ça. Le DCA, par exemple, moi, je l'ai vraiment vécu sur la baisse des cryptos. C'est-à-dire qu'en fait, tu rentres sur le marché des cryptos on va dire sur un Bitcoin à 2, 3, 5 000, bon, mettons. Et puis, il monte. Donc, tu achètes toutes les semaines. Moi, j'ai acheté pendant longtemps, toujours d'ailleurs, je crois, sur Coinbase, 50 € de Bitcoin par semaine, le jeudi à midi ou quelque chose comme ça, 50 € d'Ether, et puis j'en avais 2 autres. Ça, je les ai arrêtés les autres. Je suis resté que sur Bitcoin et Ether. C'est très bien, c'est bonne. T'achètes les deux. Et puis ça monte, ça passe à 10 000, ça passe à 20 000, ça passe à 50, ça passe à 60. Tu te dis, waouh, tout ce que j'ai acheté au début, etc. Puis tu te retrouves avec mais c'était pas ouf, ce que j'avais. J'étais pas millionnaire, tu vois, mais je commençais à avoir des sous. Ouais. Puis ça commençait à être représentatif, tu vois. Si je vendais, je commençais à pouvoir faire un sacré apport ou un truc comme ça. Puis d'un coup, le truc redescend à 15, et là, t'es vénère. Puis en fait, tu te rends compte que tes 50 balles que tu remets toutes les semaines, ça fait quand même beaucoup plus de Bitcoin, de bouts de Bitcoin. Puis là, ça remonte à 30. Et là, tu te dis, mais attends, en fait, finalement, sur toute la période qui est montée, j'en ai pas acheté tant que ça. Et j'en ai plutôt acheté beaucoup sur la période de 15 à... de 5 à 15, et puis désormais de 15 à 20, 25, 30. Donc tout ça, tu apprends ces grands principes. Tu vois que c'est un sport pareil, comme je disais le podcast, un play qui est assez long. Mis à part peut-être le private equity, les startups, dans lesquelles si tu mises sur un des bons poulains, là tu peux t'envoyer dans l'espace, parce que ça peut faire fois 100, fois 1000. Fois 1000, il est compliqué, mais fois 100, il est possible. Moi, je pense que j'en ai un qui est possible là, en ce moment, un fois 100. Le fois 100, tu vois, quand tu as fait
20 invests, en effet, très vite, tu peux gagner, là, très vite, 2-3 millions. Là, ça change, tu vois. En effet, même si tu perds sur les autres, tu auras perdu, le net, tu vas avoir. C'est tout le côté délicat du private equity ou d'autres classes d'actifs qui sont, ça fait partie des placements alternatifs ou secondaires par rapport aux placements traditionnels que sont l'immobilier et les actions. Et tu as mentionné un des points, c'est vrai que j'en parle tellement souvent que j'oublie que parfois les gens ne connaissent pas, mais le DCA dollar cost averaging, moi j'aime bien l'expliquer en disant c'est donc investir une petite partie de son épargne chaque mois. Et l'intérêt, c'est que si les cours montent, tant mieux, ton capital prend en valeur. Mais si les cours baissent, tant mieux aussi, parce que tu vas pouvoir continuer à acheter ton actif, tes ETF, tes actions, moins cher. Et tout le point, c'est parce que toi, et comme beaucoup de personnes de mon audience, je pense, ont un horizon d'investissement long terme. Ouais. Et ce long terme, il permet de se dire, dans tous les cas, je vais lisser mon prix d'entrée sur le marché. Donc, que les marchés montent, que les marchés baissent, je vais en profiter. Ce que je rajoute à ça de temps en temps, c'est un reboot. Et ça, moi, je l'ai plutôt théorisé. Alors, ça doit exister quelque part, mais moi, je l'ai jamais quelqu'un qui me l'a dit. Mais c'est qu'il y a un moment où souvent je vends tout. Ok. Et en fait, ce que je fais, c'est juste qu'il y a des choses dans lesquelles je crois plus. Et tu vois, en fait, dans le DCA, le problème, c'est que tu pars d'une thèse en te disant ça, j'y crois, et je pense que de toute façon, dans 20 ans, si j'avance, ce sera plus important. Tu vois. Et notamment dans les portefeuilles boursiers, il y a des trucs auxquels tu t'attaches et tu te dis putain, t'as pris une grosse perte et tu continues. Moi, j'ai fait ça avec Orpea, tu vois, je voyais les maisons de retraite là. T'avais pas pris, non mais j'ai acheté très bas en me disant de toute façon ça va rebondir, et ça n'a fait que descendre et descendre, et c'était un enfer, mais un enfer. Puis à un moment tu te dis non mais c'est sûr ça va remonter, et tu continues. Le biais de confirmation. Et en fait à un moment, notamment en bourse, notamment sur des plateformes dont je t'ai parlé tout à l'heure, en fait il y a pas de frais, donc je vends tout et je replace selon mes convictions du moment. Selon tes nouvelles convictions. Exactement. Ouais. Et donc là, le DCA, en fait, il ne change rien parce que en fait, tu as déjà fait ton DCA sur les autres actions. Toi, tu rebootes sur autre chose, mais qui sont tes convictions. Alors après, évidemment, si tu vois les autres qui remontent, tu auras fait un mauvais choix. Mais je ne mets pas tout sur le même panier, j'en ai fait au moins 5. Et là, je repars sur ces 5 avec mon DCA, mes versements qui vont se répartir sur ces 5. Tu vois. Ouais. C'est une question de conviction. Mais je fais assez peu de stock picking. C'est ça. J'allais dire plutôt de l'ETF. C'est ça. Moi aussi, dans le grand bain, c'est pas que, mais c'est surtout investissement passif via des ETF. Okay. Parce que justement, tu n'as pas cette problématique, ou tu as moins cette problématique de est-ce que cette action-là, elle va remonter, elle va ou pas remonter. C'est le problème, les actions individuelles, tu n'as aucune garantie qu'elle va remonter. Il y a eu plein d'exemples dans l'histoire, Orange, Orpea récemment, Renault, SG, plein d'entreprises, alors que par construction, un ETF, ça se réactualise en termes de composition, c'est tout le temps optimisé, donc c'est un des gros avantages pour investir sur les marchés financiers, quoi. Un autre grand avantage, alors notamment quand tu es jeune, et c'est plus compliqué maintenant, et c'est aussi ce qui est intéressant dans la phase actuelle, des trucs que j'ai pu apprendre, bon, c'est évidemment l'emprunt. Lever du crédit. Il faut trouver des biens qui sont des coups de fusil, alors surtout dans l'immobilier, si on peut le faire ailleurs et qu'on y arrive, ça peut être dans des boîtes, racheter des boîtes c'est un sujet, mais quand tu dis les mouvements FIRE, tu vois, finalement le sidekick, le business à part, ça fait partie quand même d'une stratégie importante. Savoir emprunter pour acheter quelque chose qui est pas cher et qui, selon toi, va prendre de la valeur, c'est vraiment un truc de ouf. Et savoir le faire très tôt et le faire au maximum. Moi, j'estime que j'emprunte pas assez encore. Alors que t'es pas maximisé sur ta capacité d'emprunt ? En perso, si, mais en pro, je pourrais aller beaucoup Après, plus loin. C'est la question en pro, il faut quand même te dire risque, que Drahi, il a emprunté 50 milliards. Donc, en pro, tu peux partir très loin dans l'espace. Tu vois. Ouais. Et c'est juste des projets que tu vas avoir. Alors, l'emprunt, tu peux emprunter à du crowdfunding, à des gens qui vont croire en ton projet. Et puis, tu vas leur dire, j'ai besoin de 20 millions pour... mais c'est possible, il y a plein de gens qui le font. De 20 millions pour aller lever 80 millions auprès de la banque. Ouais. J'ai un projet qui est d'envoyer des fusées dans l'espace. Tu te dis, mais le mec, il est allumé comme ça. Si le mec, c'est Elon Musk, tu n'as peut-être pas fait le mauvais choix. Et en fait, c'est ça. L'emprunt, c'est quand même un truc de ouf. Et donc, tout ça pour dire que
les taux d'intérêt ont évolué, il y a des choses qu'il faut essayer de comprendre, et je suis en plein là-dedans dans mes contenus, j'imagine que toi aussi. On rentre dans une nouvelle phase qui est passionnante. Mais ça, il faut le comprendre, potentiellement le faire assez tôt, et potentiellement aussi le faire à plusieurs. Moi, je l'ai fait à plusieurs sur certains biens, notamment en pro, évidemment perso avec ma femme aussi. Hein. Mais je pense qu'il faut essayer de pousser ton levier au max là-dessus, parce que c'est vraiment un truc que beaucoup de gens, beaucoup de gens ont peur de ce truc-là. Normalement, ça se trouve, on peut se planter, on sera beaucoup à s'être planté, mais dans 20 ans. Alors, je vais même reprendre le calcul. J'allais dire, normalement, dans 20 ans, l'appartement que tu auras acheté 200 000 euros, il en vaudra au moins 250, 300. Voilà. Alors, c'est pas vrai, hein, dans plein de petites villes de région, tu achètes à Cherbourg en 2000, tu revends en 2020, tu as perdu 30%. Hein. Ça arrive. Cela dit, et c'est là où c'est quand même intéressant dans ce calcul, c'est que si tu as acheté à Cherbourg en 2000 un truc à 200 000 balles, que toi, tu as fait 20 000 euros d'apport, et que pendant 20 ans, tu as bien joué ton coup, il a été loué, ça a couvert les travaux, ça a couvert ton emprunt, etc. T'as quand même levé un capital, ouais. Tu récupères 170 000 euros alors que tu as apporté 20. Ouais. Je veux dire, le calcul, bon, il reste bon. Hein. Ouais, non, clairement, le levier de l'emprunt, le levier bancaire, il est fondamental à utiliser. C'est juste que, bon, si tu comprends pas comment ça fonctionne, les taux d'intérêt, déjà, on se rend pas compte comment en France, on se dit, oh là là, aujourd'hui, les taux sont élevés, machin, mais allez voir au UK ou aux États-Unis 8, ou 9, ailleurs, 10, tu peux avoir des taux à 8, 9, et des taux variables, ou des types qui ont ça, emprunté, c'est un là. enfer. Ah mais là, je sais pas, il y a eu une news récemment, là, semaine dernière, au UK, maintenant, donc les taux sont passés de 2 ou 1,5 à plus de 6%. Des types qui avaient des mensualités à tu vois, 1000 ou 1500, ça a explosé. Et maintenant, pour faciliter l'accès au crédit, au UK, ils proposent des prêts sur 40 ans. Il y a des banques qui proposent des prêts sur 40 ans. Et ça, il faut l'illustrer. Hein. Je vais juste prendre un truc. Tu t'achètes un appartement à Londres, par exemple. Tu as un couple. Tu n'es pas non plus millionnaire, tu vois. Tu réussis à t'endetter pour acheter un truc à 1 million de livres. 1 million d'euros, mettons. Donc 1 million. Tu as un taux d'intérêt à 2%. Donc tu reprends les premières années, c'est 20 000 euros par an. Donc 20 000 euros par an, tu divises ça par 12, ça fait quoi? 1800, 1700, quelque chose comme ça. 1700. Les taux passent à 6. C'est multiplié par 3. Donc toi, à l'origine, je ne parle pas du remboursement de ton crédit, je parle juste le taux, les intérêts que tu payes à la banque. Tu passes de 20 000 euros par an à 60 000 euros par an. T'imagines? Donc par mois, au lieu de 1007, t'es à 3000, t'es à 5001. Voilà, alors c'est un peu un raccourci, parce que c'est pas exactement ça, ça baisse, etc. Mais c'est pour donner des ordres de grandeur. Alors, cela dit, il ne faut pas avoir nécessairement toujours peur. Chez nous, ce sont des taux fixes. Si en plus ça baisse, on réussit à les renégocier. En tout cas, ça s'est fait par le passé, d'une part. Et d'autre part, il faut juste voir en face le calcul. Si tu achètes un truc à 1 million d'euros, c'est pareil cher, mais c'est plus pour simplifier le truc, que tu payes, donc mettons aujourd'hui, on est aux alentours de 4%, ça va te coûter 40 000 euros les premières années de crédit. Donc c'est cher, en effet, c'est 4% par an. Mais si tu arrives, toi, à le leverager et à le louer, mettons 100 000 par an, à la fin, entre le crédit et le remboursement, si tu es net, bien, tu es content. À la fin, tu auras payé ton million, tu vas le récupérer de ça. Donc ce qu'il faut, c'est bien faire tes calculs pour être certain que le loyer que tu vas récupérer va couvrir tes remboursements. Si tu es là, tu es bien. Il faut être certain de le louer et de te dire que tu n'es pas dans une zone où plus personne ne voudra habiter dans 3 ans. En fait, là où il faut réfléchir, c'est est-ce que je cherche à investir sérieusement, solidement pour ma famille, ma retraite, mes enfants, et auquel cas je vais faire mon DCA bien gentiment sur des ETF, et aussi peut-être acheter ma résidence principale ou faire un investissement immobilier locatif dans une bonne ville solide, sérieuse, ou est-ce que je cherche à faire des coups? Et si je cherche à faire des coups, tu as d'autres perspectives, tu vas t'intéresser au private equity, aux crypto-monnaies, tu vas utiliser le levier bancaire mais professionnel. C'est une autre philosophie. Tout à fait. Mais ce que je veux dire, c'est que le DCA solo en ETF, si tu n'empruntes pas, tu vois, moi, alors je ne l'ai pas beaucoup fait, mais pour avoir 1 million entre tes 25 et tes 40 ans, tes 25 et tes 45 ans, allez, mettons, si tu empruntes sur 20 ans,
pour réussir à gagner 1 million, faut quand même envoyer sévère. Hein, tu vois. En fait, ça dépend de la capacité d'épargne. Et tu vois, supposons que tu mettes. Tu vas pas avoir 2000 euros à mettre de côté, mais même 300 euros. 300 euros par mois pendant, je pense qu'il faut 40 ans, tu vois. 40 ans à 8% pour atteindre le million. Ouais. Donc bon, si tu commences à 25 ans, super. Si tu commences à 40 ans, c'est un peu plus compliqué, quoi. Mais même à 25 ans, tu vois, tu arrives à 65. Ce que je veux dire, c'est que à un moment, sur l'immobilier ou sur les endroits où tu empruntes, et moi je suis pas loin d'être là, en l'occurrence, hein, je suis là même, hein, si je voulais m'envoyer, au moins professionnellement, c'est encore un peu différent, mais quand même c'est un truc que j'ai construit au fur et à mesure des années, si je voulais m'envoyer à emprunter 1 million par an, sur 15 ans, eh ben, je pourrais. Ça veut dire que dans 15 ans, je récupérerais 1 million. Tu vois, si j'ai bien monté mon truc. Voire plus si ça a augmenté, 1,5 million, 1,2 million. Tu vois, en fait, je pourrais virtuellement gagner. Je dis virtuellement, il y a des risques, tout ça, tout ce que tu veux. Mais tu vois, et en fait, je connais des gens qui ont fait entre eux. Tu en vois d'ailleurs des influenceuses ou des influenceurs, je pense à Emeline Siron ou des gens comme ça que j'ai reçus, tu les vois, elles achètent des apparts à 150, 200 000 ou des petits immeubles en région, 300, 400, elles t'en achètent un par an, tu vois. Bon, le truc, si dans 15 ans, si tu le revends, ou même avant, que tu as fait une petite plus-value, tu vois, c'est quand même autre chose que tes 300 balles par mois, tu vois ce que je veux dire. Je dis pas qu'il faut pas faire les deux. Je pense qu'il faut savoir faire les deux. De toute façon, c'est complémentaire. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, pardon. En revanche, l'immobilier, contrairement à tout ce qu'on vous vend, ce n'est pas passif. Merci. Alors là, moi, je viens de lancer, je gère un co-living qu'on a lancé, qu'on a ouvert. J'ai fait un épisode là-dessus en juin. C'est super, honnêtement, c'est un super investissement. Je suis très fier de ce truc-là, c'est très beau. J'ai un bureau à Bordeaux, j'ai un bureau ici, j'ai un truc en bas, j'en ai quand même un bon paquet. Ça me prend un temps, c'est de la folie. Voilà, tu as des travaux à faire, tu as des pétouilles, tu as le truc le toit qui est abîmé, tu as une fuite dans je sais pas quoi, tu as les locataires qui s'en vont. À un moment, j'arrive à un endroit où, tu vois, il faudrait peut-être une personne à mi-temps pour le gérer, ou un jour par semaine, je demande du mi-temps. Mais... J'avais reçu Xavier Delmas de Zone Bourse. Sûr. Lui, il fait de la location courte durée. Bon, il adore ça, ça fonctionne bien, ça rapporte bien, mais il dit ça prend un temps de fou. Et si jamais t'es pas à disposition, t'es pas proche du lieu, ou t'as pas quelqu'un pour déléguer, etc., c'est infaisable. Voilà. Donc faut être capable de le faire. Mais moi, c'était un peu là, tu vois, je vois le co-living à Colombes, c'est un peu l'objectif, et j'y suis pas encore. C'est-à-dire que là, depuis le début et les travaux, ils ont été gérés par ImmoCity, c'était bien, mais là, on est dans une zone où c'est loué depuis 3-4 mois. Il y a des problèmes, quand même, des problèmes de fuite, de machin, de trucs. Et en fait, je suis pas encore rentré dans cette zone où ça tourne. Il y a un moment où ça tourne. C'est automatisé un petit peu. Et en même temps, j'ai un autre appart que je refais entièrement parce qu'ils sont tous barrés. Et en même temps, j'en ai un autre dans lequel le mec s'est barré. Alors que ça n'avait pas bougé pendant 15 ans, tu vois. Là, je suis au milieu d'un shitstorm. C'est toujours comme ça. C'est un enfer. Tout s'écroule en même temps. En revanche, c'est sûr que c'est là où... business mis à part, création d'entreprise mis à part, c'est là où j'ai gagné le plus d'argent. Non, clairement, les marchés financiers, c'est relativement passif, surtout encore plus quand tu fais du DCA sur les ETF. Sauf si tu peux emprunter, mais bon. Sauf si tu peux emprunter, mais bon, c'est pas, n'empruntez pas pour investir sur les marchés financiers. Si tu veux emprunter, mais l'immobilier, par contre, voilà, il y a l'effet de levier qui peut être super intéressant. Par contre, derrière, il faut avoir en tête que c'est pas passif du tout. Moi, c'est ce que je recommande. Les deux à exploiter. La capacité d'épargne, ce que je mets de côté chaque mois, je l'utilise pour investir sur les marchés financiers. La capacité d'emprunt, je l'utilise pour investir sur l'immobilier. Et là, comme ça, tu as un patrimoine qui se développe solidement, quoi. Tout à fait. Mais écoute, Mathieu, c'était riche d'enseignements. Je ne sais pas s'il y a un dernier mot que tu veux dire peut-être sur la leçon que tu retiendras. C'est pas fini, hein, ça continuera, mais de la martingale, la leçon ou les leçons que tu retiendras. En fait, ce que je peux retenir, tu vois, je pense que je suis pas conseiller en gestion de patrimoine, je suis pas mais j'ai quand même compris un peu tout ça. Je suis très intéressé en ce moment par la crise qui s'annonce. Elle s'annonce sur la bourse, mais depuis longtemps, mais elle n'est pas encore trop arrivée. Mais elle est clairement arrivée dans l'IMO, elle est clairement arrivée dans les startups, elle est clairement arrivée dans plein d'endroits. Donc tu regardes tout ça, je trouve ça passionnant. Tu vois que j'ai beaucoup progressé quand même dans tout ça. Et en fait, c'est une chance de ouf. Et juste, ce que je peux dire, c'est qu'à un moment, si vous vous dites, j'aimerais bien, je sais pas moi,
Alors, progresser en piano, je pense qu'il faut pratiquer un peu plus, mais tu peux quand même aller dire je vais aller voir les plus grands pianistes ou voir comment ils ont appris ou je sais pas. Mais dans plein de choses que tu veux apprendre dans la vie, en fait, te dire je vais créer du contenu et je vais créer une communauté pour leur montrer comment on va y arriver, comment je le fais, je vais faire des films, je vais le faire simplement, je vais écrire dessus et en créer un, tu vois, je vais être le cobaye de mon apprentissage. Et ben ça marche quoi, et ça marche tout le temps. Et puis au pire ça marchera pour toi, enfin tu vois, à la fin, même si tu as 50 personnes, toi, ouais, exactement. Donc c'est cool. Si ça vous intéresse, c'est un bon investissement à faire, parce qu'en plus ça peut devenir en soi un side business. C'est peut-être finalement la meilleure façon de faire quelque chose, c'est de le faire. En tout cas, créer du contenu, le podcast, voilà, créateur économie, moi je suis beaucoup dedans, c'est de le faire avant tout pour soi. Et je vais juste, il y a un truc c'est un élément de langage ou un truc, c'est pas de si un peu de promo, mais pour une société qui est juste à côté qui s'appelle Alvo. Réfléchissez aussi pour ceux qui réfléchissent à tout ça au rachat d'entreprises. Il y a plein de petites boîtes, je peux vous citer un concurrent, Dotmarket, ou il y en a plein d'autres, mais l'idée de se dire, il y a plein de petites boîtes je vais sortir un épisode sur la martingale là-dessus avec le mec de Dotmarket d'ailleurs, Kevin. Et à pas cher, ça peut être quelques centaines, quelques milliers d'euros, mais des petits business qui commencent, etc. Et ça, c'est aussi un truc qui peut être assez cool. C'est de mettre les mains, tu vois, de mettre le pied sur la pédale, de se lancer dans un truc. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas faits pour lancer quelque chose, mais qui sont faits pour reprendre. Et ça, c'est super intéressant. Et le dernier mot que je dirais, c'est... abonnez-vous, partagez cet épisode à 2 personnes sur WhatsApp, 2 de vos proches qui hésitent à se lancer dans le podcast ou qui écoutent ces podcasts, qui sont passionnés, faites-le sur les prochains, abonnez-vous, laissez un commentaire sur Apple si vous êtes sur Apple, sur Spotify ça marche aussi maintenant, il y a des commentaires, envoyez du love, voilà, parce que je pense que ça fait plaisir aussi d'en recevoir. Et puis si vous n'avez pas aimé cet épisode, ne le partagez pas, ne le dites nulle part. Et puis je ne sais pas ce que vous foutez encore là. Vous faites du mal. Non, et surtout, si vous pensez qu'on peut progresser, tu peux progresser. Ce qui est important, c'est de le dire, mais de le dire aussi avec, tu vois, bienveillance. J'ai écouté pas mal de choses. Je pense que là, tu t'aurais pu faire ça. Je pense que Mathieu est un gros con. Bon, voilà, ça arrive. Mais il parle trop. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Mathieu Stéphanie. Donc s'il a dit partagez ou abonnez-vous, vous pouvez lui faire confiance. Et non, encore une fois, un très très grand, un immense merci. Vas-y, dis-moi. Oui, non, et je repense à un autre truc tu connais forcément Gary Vaynerchuk, mais qui disait beaucoup à un moment. Alors j'ai fait 2 épisodes récents sur, en fait, pour s'enrichir, il faut quand même on va avoir des rentrées d'argent, donc renégocier votre salaire, ou voilà, ça on l'oublie souvent, on voit beaucoup le côté investissement, mais gagner plus, c'est pour ça que je parlais de side business, etc. 100%. C'est quand même un truc important. Revenu actif versus revenu passif, ça c'est... Donc gagner plus d'argent, évidemment, rentrer quelque chose, et surtout, achetez pas trop de conneries, quoi. Tu vois, moi, honnêtement, j'ai une belle voiture, j'ai vraiment une belle voiture, j'ai une Volvo XC90, c'est une voiture qui vaut 100 000 balles. J'ai mis 6 mois à la trouver. Je l'ai payé, je pense, au plus 6 mois. J'ai peut-être mis 1 an ou 1 an et demi. Je l'ai payé 50 000 euros au lieu des 70 qu'elle valait, parce que j'ai trouvé le coup de fusil, parce que je suis un chien de la casse. C'était à la fin du confinement. Entre-temps, les voitures ont augmenté, les occasions ont augmenté. 3 ans après, je la vends, je pense que je la vends 60. J'ai gagné 10 000 euros. Tu vois, en fait, moi, je lâche rien sur rien, quoi. Cette belle voiture, je mets pas 2000 balles dans une voiture. C'est des malades, les gens qui font ça. En tout cas, ou alors c'est des gens qui veulent se faire plaisir et qui ont plein de pognon. Mais tu vois ce que je veux dire. Si j'ai une Rolex, ma Rolex, elle vaut... je l'ai achetée chez un mec qui s'appelle Olivine, juste à côté. Elle n'était pas neuve. Aujourd'hui, elle vaut le double du prix que ce que je l'ai payé. Tu vois. Donc, je dis pas que je me fais pas plaisir. Mais en revanche, je balance pas des montres à 3000 balles qui valent 500 euros parce que c'est des quartz dedans quand j'essaye de les revendre. Tu vois. Je fais pas ce genre de conneries. Je fais attention à ça. Et donc, vous pouvez vous faire plaisir. L'argent, c'est quand même fait pour ça. Si c'est juste pour le garder et finir le plus riche du cimetière, ça sert à rien. En revanche... je parle un peu de philosophie autour de tout ça, mais c'est ce que ça m'a fait comprendre, c'est que balancer de l'argent pour s'acheter le dernier iPhone, le truc à chaque fois que ça sort et machin, en fait, voilà, faites attention, c'est juste aux choses qu'on envoie à la gueule des autres. Tu vois, je crois ce qu'il dit Vaynerchuk, c'est de dire en fait, tu travailles comme un damné pour acheter des choses, pour impressionner des personnes dont tu te fous, qui se souviendront même pas que tu as acheté ce machin et qui s'en foutent aussi, quoi. Donc à la fin, juste arrêtez de rentrer dans ce jeu-là, quoi.
Avec tu vois, le recul et l'expérience un petit peu, et à force d'échanger avec des personnes sur l'investissement, l'argent, les finances personnelles, je trouve que la philosophie qui est la plus drivée par l'épanouissement, c'est de dire je dépense, j'exagère de façon excessive sur les choses qui me font vraiment plaisir, et je suis une pince sur tout ce qui est inutile et qui me fait pas plaisir et que je ne veux pas. Et je pense que c'est la meilleure façon d'utiliser son argent. Tu vois, moi, le seul endroit où je verse de l'argent vraiment qui me reviendra jamais, c'est les sorties, les restos. Non, enfin, la vie, en fait. Les vacances, tu vois. Ces trucs-là, en fait. Ces trucs où je vis des expériences, quoi. Faire la barre de fer sur tes vacances, honnêtement, bah, reste chez toi. Tu vois, parce que... Alors, tu peux payer moins cher, t'es pas obligé d'aller dans des palaces si c'est pas ton trip, tu vois. Mais moi, pendant longtemps, j'allais à l'autre bout du monde, je dormais dans des endroits sans eau, sans électricité, j'étais le roi du monde. Mais je me payais un putain de billet d'avion alors que j'avais pas les moyens, tu vois. Mais ça, faut pas faire, je pense, d'effort, d'économie là-dessus. Mais c'est un travail d'introspection. Ouais. C'est un travail d'introspection de savoir qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui compte vraiment pour nous. Et une fois que tu as fait ce travail-là, une fois que tu l'as identifié, tu fais pas all-in, hein, on l'a dit, il faut pas faire de all-in, mais tu dépenses pour te faire plaisir, parce qu'encore une fois, l'argent, c'est un outil au service de son épanouissement et de l'épanouissement de ses proches. Exactement. Sur ces belles paroles, Mathieu, un très très grand merci pour être venu sur le Grand Bain. Peut-être la dernière question que je voudrais te poser, c'est que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais une recommandation pour un futur invité sur le podcast ? J'en ai plein. Ouais, je pense que t'es pas le moins bien placé. Qu'est-ce que j'ai adoré plutôt autour de la finance quand même. Ouais, finance, argent, investissement, finance personnelle, ouais. J'ai fait plusieurs épisodes avec Géraldine Métifeux, ils sont assez rigolos, elle est sympa, elle a un côté très engagé, c'est cool pour te proposer une femme. Victor Lerat, tu l'as eu sur le mouvement Fire ? Non. Ouais, c'est rigolo, c'est assez hardcore. Ça te plaît pas le mouvement Fire peut-être ? Oui, ouais. Moi j'aime bien les trucs un peu hardcore quand même. Les gens, tu sais aussi, cherchent aussi, jusqu'au boutiste, évidemment. Notre ami Johan Lopez. Bien sûr, je l'ai déjà reçu. Ou encore sur les crypto-hashers. Hasher, ça serait pas mal. Cool. Mais écoute, plein de listes, on aura l'occasion d'en reparler. Un très très grand merci Mathieu, et à bientôt. À plus, salut. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast t'a plu, pense à le noter 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Je suis preneur de tout feedback, que ce soit sur les thèmes à aborder ou sur les personnes à inviter sur le podcast. Donc si tu as une remarque, critique ou suggestion, tu peux me joindre facilement sur LinkedIn. C'est Charles Elias Farah, Charles-Elias Elias, Farah, Farah. À bientôt.